Bonjour à tous, grands et petits, petits et grands. Madame Combe, bonjour. C'est un grand plaisir et un immense honneur aujourd'hui de recevoir Madame Combe. Pour nous tous, alors je pense pour les adhérents de Pensée en Acte en tant qu'adultes, pour les invités et puis évidemment pour nos élèves. Les élèves, ce sont les élèves de Déodat Séverac qui aujourd'hui ont cette chance de bénéficier d'une conférence d'une grande chercheuse qui se présentera, d'une grande dame des sciences, du monde scientifique, sur un thème qui nous passionne tous. Pour ce qui est des dames de ces dames des sciences, il faut savoir que le lycée a été porteur, la semaine dernière, de la semaine des mathématiques. Et qu'au cœur de cette semaine des mathématiques, eh bien, nous avons fait une place importante aux femmes dans les sciences, avec des jeunes filles qui sont venues présenter leur parcours d'après-bac, avec des expositions autour des femmes et des sciences. Donc, un temps fort pour notre lycée, un temps fort pour tous nos élèves, qui soient scientifiques ou qui soient dans d'autres filières. Les sciences, c'est la vie, c'est notre contexte, c'est donc important pour tous. Et aujourd'hui, ça fait parfaitement suite, et pas fin, mais suite, à cette semaine que nous avons vécue à 100%, puis la rentrée, donc, puisque nous rentrions de vacances, au lycée Déodat Séverac. Madame, je vous laisserai vous présenter vous-même, en particulier vos activités de recherche. Mais je voulais vous présenter nos élèves, notre public aujourd'hui. Le lycée Déodat Séverac, qui est un lycée à taille humaine. Vous me disiez précédemment que vous êtes garé pile en face. Voilà, j'espère que dans la nuit, vous avez peu voir combien notre lycée est beau, mais notre lycée est beau. Et nos élèves sont des élèves investis, des élèves qui choisissent une scolarité de qualité. Vous avez toutes les premières, les classes de première. Vous avez quelques secondes. Vous avez en public également des terminales et des terminales spécialité sciences physiques. De façon générale, le fait d'avoir la spécialité scientifique les amène effectivement à se projeter dans des études scientifiques. Toutefois, l'important, c'est ce qui se crée au niveau de la scolarité en sciences comme socle de réflexion. Et c'est l'objectif que se donne Pensée en Acte, qui a été initié il y a déjà de nombreuses années, je crois qu'une vingtaine d'années, voilà, une vingtaine d'années, par des professeurs de philosophie, qui est encadré également par des personnes qui participent à l'organisation, qui initient, qui ont des idées, qui impulsent cette dynamique dont nous pouvons bénéficier tous aujourd'hui avec votre venue. Cette conférence s'inscrit dans le projet des professeurs de philosophie du lycée Déodat Séverac, dont les objectifs principaux sont enthousiasmer nos élèves, grand enjeu, madame, leur faire rencontrer des scientifiques de haut vol. Je crois que c'est vraiment ce qui nous arrive aujourd'hui et qui est formidable pour nous tous. Leur présenter des découvertes récentes et les amener à s'interroger sur les problèmes politiques, épistémologiques, éthiques et donc philosophiques que posent ces découvertes. Faire naître des vocations, quel que soit le parcours scolaire, et les ouvrir à des possibles orientations professionnelles. Et au centre de ce panorama d'objectifs, qui correspond bien sûr à notre mission scolaire, les professeurs de philosophie ont mentionné leur faire découvrir le vent du large.
philosophie, science. Est-ce qu'il faut mettre un point d'interrogation? Il n'y a pas de cloisonnement. Je pense que nous sommes bien d'accord. Simplement, le sens de l'avenir de nos jeunes. Donc, mesdames et messieurs, un grand plaisir à être parmi vous pour une conférence pour comprendre, pour apprendre et pour nos jeunes, pour se doter d'un avenir. Merci beaucoup. Madame, merci. Merci beaucoup, Madame la proviseure. En fait, comme vous me l'avez demandé, je vais peut-être me présenter. Donc moi, je travaille sur les galaxies et la cosmologie. Donc je suis professeure au Collège de France, comme il est indiqué là, et je fais surtout ma recherche à l'Observatoire de Paris, qui est le plus vieil observatoire du monde, encore en activité. Au départ, il y avait Greenwich, mais il n'est plus en activité. Donc nous sommes, depuis Louis XIV, 1664, l'Observatoire de Paris est en activité et c'est le plus ancien. Mais il est très moderne aussi. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'ombre des trous noirs. Et donc, vous ne savez peut-être pas ce qu'est l'ombre des trous noirs, mais justement, la définition est ici. Vous avez une image d'une très très haute résolution. C'est vraiment un résultat qui nous est arrivé en 2019, donc c'est la science en train de se faire. On est encore en train de continuer. Et donc, vous voyez que c'est un exploit. On attendait depuis des dizaines d'années de faire cette image. C'est une image qui a une résolution de 20 micro-arcs-secondes. Micro, 10-6, un millionième de seconde d'arc. Donc ici, vous avez un gaz ionisé, fait de particules, électrons et protons, qui tournent autour du trou noir, qui va bientôt tomber dessus. Et il y a des grains de lumière partout, des photons partout. Pourquoi on a un petit rond noir au centre, qu'on appelle ombre du trou noir? C'est que tous ces grains de lumière sont avalés par le trou noir. On va voir pourquoi. Rien ne résiste. Il y a un horizon du trou noir. L'horizon, c'est le rayon au-delà duquel la vitesse d'échappement de toute matière, et photons compris, est supérieure à la vitesse de la lumière. Comme vous le savez, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, donc on ne peut pas s'en échapper. Donc rien ne s'échappe, même la lumière ne s'échappe pas, et c'est pour ça qu'on a une ombre ici. Alors comment cette image a été faite? Elle a été faite par un télescope qui consiste par une combinaison de télescopes que vous voyez ici sur Terre. Ici, vous avez la Terre. Donc, on se sert de la ligne de base pour faire un interféromètre qui est le diamètre de la Terre, 12 000 km. Donc, on a une ligne de base très grande qui permet de faire combiner des télescopes qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique latine, même au pôle Sud. Et donc, toutes ces lignes de base vont permettre de reconstituer une image qui aurait, avec un télescope qui aurait la taille de 12 000 km. Donc, on a en onde, en lumière, mais on appelle ça onde radio. Attention, c'est pas de la radio, on n'écoute pas, mais on observe la lumière dans les ondes qui font 1 millimètre. C'est vraiment du micro-ondes, c'est les ondes que vous avez dans votre four micro-ondes. Vous avez des ondes à 2 millimètres de longueur d'onde. Donc ces ondes-là, on les détecte. Et donc 1 millimètre, pourquoi c'est un exploit à ce moment-là? Parce que on avait déjà fait des interférométries de très longue base, comme cela, en centimétrique. La longueur d'onde de centimètre passe l'atmosphère très, très facilement. L'atmosphère est transparente. Par contre, dès qu'on arrive à 1 millimètre, on commence à avoir de la vapeur d'eau qui perturbe. Donc on a envie d'aller à 1 millimètre parce que ça nous fait beaucoup plus de résolution et ça nous permet d'avoir l'image, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors ce qui représente ici, c'est le trou noir d'une galaxie qui s'appelle Messier 87. Messier, c'était un astronome à l'Observatoire de Paris au XVIIIe siècle. Mais il a fait un catalogue de galaxies. On continue à appeler les galaxies selon leur nom. Donc ici, vous avez la galaxie qui émet un jet radio, dont je vais parler pendant cet exposé. Un jet radio très collimaté, comme une épingle. Et puis, vous avez un lobe radio. Alors tout ça, c'est de la luminosité en ondes radio centimétriques. Et l'échelle est ici 4000 années-lumière. Vous voyez ici, on le met en semaine-lumière, ou année-lumière, ou jour-lumière, pour donner une longueur qui est parlante à l'esprit, parce qu'en colliomètre, ce ne serait pas du tout parlant. Ici, vous voyez que cette image radio est aussi une image optique.
Ici, vous avez l'image du télescope spatial Hubble qui détecte des photons lumineux dans l'optique. Vous avez 2000 années-lumière. C'est toujours de l'émission synchrotron. Alors, cette émission synchrotron, c'est l'émission d'électrons qui tournent dans un champ magnétique très fort. Et puis, vous avez, avec une résolution plus grande, lorsqu'on utilise plus de lignes de base, à 0,1 année-lumière, vous avez le centre du G, ici, qui est émis. On voit que le G, en fait, il se dédouble en deux. Et puis, au centre de ce G, lorsqu'on passe en ondes millimétriques, donc, on a cette ombre du trou noir. Alors, si je regarde à plus grande échelle, voici ce que donnerait la galaxie Messier 87. Vous êtes dans un amas de galaxies qu'on appelle l'amas de la Vierge. Et puis, Messier 87 est la galaxie la plus importante de cet amas de galaxies. Et vous voyez qu'elle met un G radio qui dépasse la galaxie en optique. La galaxie en optique, c'est ce petit point blanc. Donc, c'est une galaxie elliptique, de forme elliptique. Et vous voyez qu'elle lance des particules relativistes, des électrons et des protons, à 10 fois son rayon. Donc, c'est très puissant. Et on a une gamme d'échelles très grande entre ce G radio-là qui a cette forme-là. Si vous voyez qu'on a 80 000 années-lumière, on fait un zoom sur la partie, on a ce G qu'on a déjà vu à la diapo précédente, et puis on fait un zoom là-dessus, on voit le G qui commence à se former, et enfin, avec une résolution de 0,015 années-lumière, donc vraiment très petit, on a ce fameux disque de gaz ionisé qui tourne autour du trou noir, et on peut voir l'ombre du trou noir. On a pu mesurer ainsi que la masse de ce trou noir est de 6 milliards de masses solaires. Donc 6 milliards de soleils, c'est un des plus gros trous noirs. Il y en a encore des plus gros. Et nous avons un trou noir dans notre galaxie qui fait que 4 millions de masses solaires. Il faut savoir qu'il y a un trou noir qu'on appelle supermassif dans chaque galaxie, au centre de chaque galaxie. Alors qu'est-ce qu'un trou noir ? Je vous ai déjà donné un petit peu les dernières nouvelles de la découverte des ombres de trous noirs. Alors un trou noir, déjà à l'époque, John Mitchell et Pierre-Simon Laplace, au XVIIIe siècle, avaient eu l'intuition qu'un trou noir pouvait exister. C'était vraiment une intuition. Ils n'avaient pas de quoi le dire vraiment, puisque à l'époque, on n'avait que la gravité de Newton. Et Newton disent que chaque objet massif est attiré par un autre objet massif, mais ils n'avaient pas pensé que la lumière pouvait être attirée par les objets massifs. Il faut attendre Einstein en 1915 et la relativité générale, qui nous dit que la gravité n'est pas une force comme une autre, comme l'électromagnétisme par exemple, mais c'est une déformation de l'espace. Alors pour se représenter cette révolution qu'a apportée Einstein, c'est un petit peu cette représentation que l'on fait toujours à 2 dimensions, parce que c'est quand même très difficile de déformer l'espace à 3 dimensions et de le projeter sur une surface de PowerPoint ici. Donc vous voyez, on représente l'espace à 2 dimensions par un tapis. Et donc, chaque étoile, par exemple, ici on a représenté le Soleil, chaque étoile va être une masse qui va déformer l'espace. Donc l'espace est déformé, et donc la lumière qui se dirige avec le chemin le plus court, la géodésique, le chemin le plus court ici, et toutes les masses vont avoir une orbite déformée à cause de la déformation de l'espace. Donc ce n'est pas une force, c'est une déformation de l'espace. Et donc la lumière est incluse là-dedans. Donc ça nous permet de dire que peut-être, en effet, la lumière va être piégée par des objets très très compacts. Alors très compact, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais donner une équation, pas beaucoup, n'ayez pas peur, il n'y en aura qu'une dans tout l'exposé, mais elle est importante. Elle est importante pour définir qu'est-ce que le rayon de l'horizon d'un trou noir. Alors on peut s'imaginer que on a une certaine vitesse d'échappement. Comment calcule-t-on la vitesse d'échappement pour n'importe quel corps ? Par exemple, la Terre, quand on veut lancer une fusée, il faut avoir la vitesse d'échappement pour qu'elle puisse s'échapper dans l'espace. Alors, on va égaliser l'énergie cinétique, qui est la vitesse au carré sur 2, pour une masse unité. Et puis, on va l'égaler à l'énergie potentielle, qui est le Gm sur R. À ce moment-là, vous avez la vitesse d'échappement, qui est fonction de la masse de l'objet, et puis de la distance à l'objet R que vous avez. Alors, si cette vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière, donc vous avez un rayon qui est égal à 2gm sur cette vitesse qui est au carré. Donc, c'est ça la grande définition de l'horizon du trou noir. Vous voyez que l'horizon est proportionnel à la masse du trou noir. C'est tout, puisque le reste sont des constantes. Donc, vous avez un horizon. Tout l'objet est tellement compact qu'il est à l'intérieur de l'horizon. Pour le Soleil, ce n'est pas le cas.
ce rayon serait bien à l'intérieur du Soleil, donc vous n'avez pas de trou noir. Donc, en fait, quand Einstein a montré par son équation qu'il pourrait y avoir des trous noirs, personne ne croyait à l'existence de trous noirs. Parce qu'en fait, c'est une équation mathématique, ça ne veut pas dire que l'objet existe. Surtout que Schwarzschild, qui était un scientifique qui avait regardé l'équation d'Einstein, qui est assez compliquée à résoudre, il faut bien dire, cette équation relie la géométrie de l'espace à la quantité de matière qu'il y a dans l'espace. Et c'est une équation tensorielle, donc assez complexe. Ce qu'a fait Schwarzschild, c'est de dire, je vais la résoudre avec un point au centre, et puis c'est tout, donc c'est à symétrie sphérique, donc il y a une dimension, et donc c'est un peu tractable. Et donc il a résolu cette équation-là. Là, je vous l'ai fait avec les mains, mais c'est un peu plus complexe lorsqu'on a des tenseurs. Mais on revient au même résultat ici. Mais personne ne pensait qu'il y aurait des objets assez symétriques et seuls dans l'espace, vraiment en astrophysique. Et puis, on a pensé que les étoiles tournaient, donc il valait mieux prendre en compte le spin du trou noir. Un trou noir a aussi un spin, il peut tourner sur lui-même, avoir une certaine vitesse de rotation. Et ce qui vient peut-être, par exemple, lorsqu'une étoile qui est en rotation va exploser en supernovae à la fin de sa vie, lorsqu'il n'y aura plus de combustible, eh bien, elle va éjecter son enveloppe et puis le centre va se contracter. Et là, on va avoir un trou noir, peut-être. Mais les astronomes n'étaient toujours pas convaincus en disant, bon, elle tourne tellement que toute la matière va s'en aller et on n'aura plus rien au centre. Donc c'est Kerr qui a résolu, mais vous voyez, en 63, donc l'équation était assez difficile, avec une rotation, mais quand même en gardant la symétrie, ce qui n'a pas encore convaincu les astronomes qu'il pourrait y avoir des trous noirs en réalité. Et ce n'est qu'en 1965 que Penrose a eu l'idée d'utiliser la topologie, de déformer l'espace en topologie, et montrer que inéluctablement il devait y avoir des trous noirs qui existent en relativité générale. Donc c'est pour ça qu'il a eu d'ailleurs le prix Nobel en 2020. Donc à partir de 1965, surtout que ça correspondait aussi à la découverte des quasars, dont je vais parler aussi aujourd'hui. Les quasars, ce sont des trous noirs supermassifs qu'il y a au centre des galaxies et qui émettent énormément de lumière. Et cette lumière était tellement grande qu'il nous fallait des trous noirs. Donc ça correspond à cette époque-là où on a été convaincu que les trous noirs existent. Alors les trous noirs, comment on peut les considérer? En fait, il y a la masse, le spin, et puis on dit souvent qu'ils n'ont pas de cheveux. Ça veut dire que si vous avez une carte d'identité, il n'y a rien d'autre que la masse et le spin. Il pourrait y avoir peut-être une charge, mais en fait, en pratique, il y a tellement d'électrons et de protons autour qu'il va se décharger. Donc, on n'a que la masse et le spin. Alors, pour la représentation, ici, vous voyez que j'ai un tapis qui est déformé par toute masse. Mais lorsqu'il y a un trou noir, eh ben, il y a un trou dans le tapis, il y a une singularité, c'est infini. Alors, vous allez me dire, on a la première image d'un trou noir que l'on a faite, c'était dans Messier 87, qui est très très loin, qui est à 60 millions d'années-lumière de nous. Pourquoi est-on allé si loin pour faire la première image d'un trou noir, alors qu'on a un trou noir très proche dans la Voie lactée, notre galaxie? Eh bien, pourquoi? Parce qu'il est tout petit. Alors en fait, on s'attend à trouver la même chose que pour Messier 87, mais il y a une coïncidence, par hasard, qui se trouve, c'est que le trou noir de Messier 87 est 2000 fois plus massif. Alors 2000 fois plus massif, on a vu que le rayon du trou noir, l'horizon et aussi l'ombre, va être proportionnel à la masse. Donc le rayon va être 2000 fois plus grand. Mais évidemment, la distance aussi est à peu près 2000 fois plus lointaine. Donc quand on regarde en angle, finalement, on a la même distance angulaire sur le ciel. Il est plus loin, plus grand, et on a le même angle. Donc c'est une coïncidence. Donc on aurait pu voir notre trou noir. Et en fait, on va voir, on l'a vu, mais avec difficulté. Mais pourquoi on ne l'a pas vu? Parce que le gaz ici tourne très vite. Alors il tourne très vite. On est proche de l'horizon où les vitesses sont de l'ordre de la vitesse de la lumière. On a pu mesurer la vitesse de rotation de ce gaz, c'est 100 000 km par seconde. Donc c'est le tiers de la vitesse de la lumière. Ça tourne très vite. On peut avoir la période de rotation. Et cette période, qu'on appelle T ici, est proportionnelle à la masse. Alors pour Messier 87, qui est très massif, la période va être à peu près 2 mois. Donc il va mettre 2 mois à tourner autour. Par contre, pour notre petit trou noir qui fait 4 millions de masses solaires seulement, la période est de 30 minutes. Alors vous voyez, on a fait des simulations ici pour savoir quel aspect aurait l'ombre du trou noir de notre propre galaxie. Mais c'est quelque chose qui varie très très vite. Ici, on voit que
en 30 minutes. Alors, on n'a pas le temps de l'observer, c'est déjà tourné. Et donc, c'est ça qui est la difficulté. Il a fallu faire beaucoup de milliers de simulations pour comprendre ce qu'on voyait. Alors que lorsqu'on a observé en 2017, pendant 2 ou 3 jours, le gaz autour du trou noir de Messier 87 n'a pas bougé pratiquement. Donc, on pouvait l'intégrer. Alors, finalement, on y est arrivé. Mais 2 ans plus tard, c'est en 2022, l'an dernier, on a trouvé l'image du trou noir de notre propre galaxie. Alors, on l'appelle Sagittarius A*. Star, ça veut dire que c'est le trou noir de la galaxie. Et Sagittarius A* parce que dans notre galaxie, le centre de la galaxie se trouve dans la constellation du Sagittaire. Donc, on l'appelle comme ça. Donc, ici, vous voyez qu'au lieu de 1 ou 2, ici, on a 3. Il n'est peut-être pas réel. En fait, on a dû sommer plusieurs images qui varient très, très vite. Et peut-être que c'est dû au fait qu'on a sommé plusieurs images avec des maxima différents. Mais la taille est à peu près la même. Alors, en réel, on a 26 micro-arcs-secondes de rayons. Et ça correspond à 0,2 unités astronomiques. Qu'est-ce qu'on appelle unité astronomique? C'est la distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil, ça fait 8 minutes lumière, en quelque sorte. La lumière met 8 minutes à parvenir du Soleil. Donc on a quelque chose qui est plus petit que la distance Terre-Soleil, d'un facteur 5. Vous voyez que c'est tout petit, autour du trou noir, qui fait quand même 4 millions de masses solaires. Alors, on est très content d'avoir pu faire ces images, qui sont la première fois qu'on avait fait l'image d'un trou noir, mais on trouve quand même qu'elles sont un peu floues. Je pense que vous êtes d'accord, c'est un peu flou quand même. Donc on aimerait avoir mieux, et on va faire mieux. On est en train de faire un télescope encore plus performant, en passant à des longueurs d'onde plus courtes, qui fait qu'on aura une résolution plus grande, et aussi en envoyant des télescopes dans l'espace. Donc au lieu d'avoir une ligne de base de 12 000 km, vous pouvez avoir 100 000 km. Donc on aura encore plus de résolution, et on pourra avoir ce genre d'image, qui est pour l'instant une simulation, on ne l'a toujours pas, mais vous voyez qu'on a plus de dynamique, on a plus de précision sur le plus petit rayon possible pour le gaz. On va voir qu'il y a un plus petit rayon possible, sinon tout le reste va tomber. Et puis on aimerait voir comment le jet de particules, qui est une particule chargée, électron-positron qui sort, va sortir. Est-ce qu'il sort à peu près du disque, du centre, du bord? On n'en sait rien, ça c'est un modèle. On a proposé des théories, mais lorsqu'on aura un télescope plus grand, plus de résolution, on pourra avoir plus d'images. Vous voyez que c'est un début. On aura dans le futur une interférométrie plus grande. Alors pourquoi il serait très intéressant d'avoir plus de précision? Eh bien ici encore, c'est une simulation. On a du gaz, alors c'est des fausses couleurs, tout ça, c'est plus intense lorsque c'est jaune, mais enfin c'est des fausses couleurs, puisque c'est de l'émission en radioastronomique, donc on ne voit pas à l'œil. Ici, vous avez un disque de gaz qui tourne dans la simulation. On a aussi un photon, un rond de photon, un anneau de photon. Pourquoi? Parce que même la lumière est déviée par le trou noir, qui fait une attraction terrible. Donc il y a un rayon minimal d'équilibre de la lumière qui tourne en rond. Donc vous avez un anneau de lumière, un anneau de photon. Et puis à l'intérieur, c'est pas possible. Dès que le photon dévale à l'intérieur, il va être avalé par le trou noir. Donc ce cercle de photons et le cercle aussi minimal de la matière, en fait, on peut le savoir quelle est sa valeur en fonction du spin du trou noir. Alors ce spin, on le caractérise par un petit a, qui est une quantité sans dimension, qui va entre 0 et 1. Alors 0, ça veut dire que le trou noir ne tourne pas. Et 1, il tourne de façon maximale. Alors, il y a un maximum parce qu'il y a la vitesse de la lumière qui ne peut pas être dépassée. Donc vous avez entre les deux, eh bien là, vous avez la taille de ce rayon de photon. Alors si le trou noir tourne, eh bien le rayon de photon peut raccourcir. Donc en quelque sorte, plus le spin du trou noir est fort, et plus vous pouvez vous approcher du trou noir pour voir un peu plus près. Et sauf s'il tourne dans le sens contraire. Alors s'il est rétrograde, ça va être le contraire, il va devoir s'éloigner et l'ombre du trou noir sera plus grande. Alors ça, c'est pour les photons et ça, c'est pour la matière. Donc vous voyez, si on mesure le rayon ici, on connaît la masse du trou noir, et bien on aura le spin. Donc ça, c'est intéressant. On aimerait connaître quel est le spin de tous les trous noirs qu'il y a dans les galaxies. Alors comment on les mesure, ces trous noirs en astrophysique? Il y en a 2 sortes de trous noirs. Il y a des trous noirs de masse stellaire qui sont dus à l'explosion en fin de vie
d'une étoile massive. Toutes les étoiles ne terminent pas en supernova, en fait. Il y a seulement 10% des étoiles dans la Voie lactée. Mais dans la Voie lactée, notre galaxie, vous avez 300 milliards d'étoiles. Donc vous avez déjà 30 milliards de petits trous noirs. Hein. Donc vous êtes entouré dans la Voie lactée de 30 milliards de petits trous noirs de masse stellaire. Alors ces petits trous noirs sont au moins égaux à 3 masses stellaires. 3 masses stellaires. Ça, on en a observé un grand nombre, pas tous, parce que lorsqu'ils sont tout seuls, on ne les voit pas. Mais en général, les étoiles, la moitié des étoiles est binaire, elles sont formées de compagnons. Donc lorsque l'étoile est binaire, il y en a une qui va exploser en supernovae et devenir trou noir, et l'autre va continuer sa vie et va tourner autour de son compagnon. Alors on le voit parce que parfois la matière va d'une étoile normale au petit trou noir, et donc il y aura un disque d'accrétion aussi, et on va avoir des phénomènes lumineux très importants, des rayons X, des rayons gamma, etc. Et donc on sait que, et on peut mesurer aussi la vitesse de rotation de l'étoile normale, qui elle est visible, donc on sait quelle est la masse du trou noir autour duquel elle tourne, mais qu'on ne voit pas. Et donc on a repéré comme ça des binaires qu'on appelle binaires X, qui sont en grand nombre et qui nous permettent de connaître la vie de ces petits trous noirs. Alors, ce que m'intéresse aujourd'hui, ce matin, c'est les trous noirs supermassifs. On a ces deux sortes de trous noirs et de façon intermédiaire, on ne les voit pas, les trous noirs de masse intermédiaire. On vous dira pourquoi. Alors, les trous noirs supermassifs, il y en a un dans chaque galaxie et comme 1 sur la masse au carré. Ça veut dire que plus le trou noir est grand, plus la densité moyenne dans son horizon va être faible. Alors la densité, c'est quelque chose d'important parce que si un objet s'approche d'un autre, vous allez avoir des forces de marée gravitationnelles, c'est la différence des forces de gravitation d'un bout à l'autre de l'objet, et il va pouvoir être déchiré par force de marée si la densité moyenne de l'objet qui va le déchirer est égale à la densité de l'objet lui-même. Donc si vous avez un trou noir qui est très massif, eh bien, vous pouvez vous approcher, rentrer dans l'horizon, le point de non-retour, et vous ne sentez rien. Vous n'êtes pas déchiré avant de rentrer dans le trou noir. Alors que si vous avez un petit trou noir comme le nôtre dans la Voie lactée, eh bien, vous êtes complètement déchiré. Alors, l'illustration de ce déchirement par force de marée est ici. Si vous avez un astronaute malheureux qui va près d'un trou noir, il va être complètement étiré par les forces de marée et va devenir spaghetti. Un spaghetti qui va tourner autour du trou noir. Alors évidemment, l'astronaute, c'est très peu probable, mais ce qui arrive surtout pour nous, ce sont les étoiles. Il y a des étoiles qui vont tourner autour du trou noir, et si le trou noir est assez petit, c'est-à-dire moins que 100 millions de masses solaires, à ce moment-là, ils vont être déchirés. L'étoile, c'est que du gaz, donc on va retrouver du gaz, et vous avez une espèce de spaghetti de gaz qui va tourner autour du trou noir et qui va finalement former le disque qui va être avalé par le trou noir. Par contre, si le trou noir est plus grand que 100 millions de masses solaires, vous voyez que l'astronaute ou l'étoile, ce qui me concerne, va rentrer dans l'horizon et ne va pas être perturbée, sauf lorsqu'elle arrive au centre, évidemment, du trou noir, où elle est complètement détruite, bien entendu. Mais il ne va pas s'en apercevoir jusqu'au point de non-retour. On va pas pouvoir agiter une fusée pour ressortir, en quelque sorte. Alors, comment on représente ces trous noirs, hein, vous avez vu ces images-là que je vais montrer. Eh bien, il y a des phénomènes assez bizarres qui se passent autour du trou noir parce que la lumière est déviée par le trou noir qui joue le rôle de lentille gravitationnelle. Donc, ce que vous voyez ici, par exemple, le trou noir, un disque d'accrétion, parce que vous voyez le trou noir que parce qu'il y a quelque chose qui tourne autour, hein, sinon vous ne voyez rien. Et donc, le disque d'accrétion, il est vu par la tranche, ici. Et vous avez des photons qui démarrent par ici, mais au lieu d'aller en ligne droite, ils vont être déviés par le trou noir et arriver, par exemple, sur une plaque photo de ce côté. Et puis, on a indiqué en jaune un peu plus clair les photons qui partent dessous. Ils vont être aussi déviés, ils vont se retrouver ici. Donc, vous voyez, l'image qu'on va avoir sur la plaque photo, c'est le trou noir et puis son ombre, parce qu'évidemment, tous les photons autour du trou noir vont tomber sur le trou noir. On ne va rien voir ici. Et puis, on va avoir le disque vu par-dessus, vu par-dessous, vu par-derrière, etc. Donc, vous allez voir ce genre de disque-là avec la matière qui tourne. Et puis, vous avez peut-être vu
le film Interstellar qui représente bien le trou noir ici, puisque vous avez la vitesse est très forte, comme je l'ai dit, peut-être 100 000 km par seconde. Et donc vous avez un effet relativiste qui booste la lumière qui vient vers vous, et au contraire, celle qui part est beaucoup moins lumineuse. Vous voyez ici, donc on a un côté qui est beaucoup plus fort que l'autre. Il y a aussi des images. Alors, si vous avez entre un paysage, comme par exemple la Voie lactée, que vous voyez là, notre propre galaxie, les nuages de Magellan, qui sont 2 petites galaxies voisines à la Voie lactée, qui sont dans l'hémisphère sud, et puis des étoiles de la Voie lactée. Si vous interposez entre vous et ce paysage un petit trou noir de masse stellaire, il y en a beaucoup dans la Voie lactée, donc c'est possible, à ce moment-là, vous avez un mirage gravitationnel, c'est-à-dire les photons d'arrière-plan sont déviés par le trou noir et vous voyez des images. Alors ici, une étoile est dédoublée. Vous avez l'impression de voir double parce que vous avez 2 images d'un côté et de l'autre. Et puis ici, c'est le trou noir. Et puis vous voyez que la Voie lactée est très déformée. Et même, vous avez des arcs qui sont faits des nuages Magellan, etc. Ce sont des images qui ont été faites par Alain Riazuelo, qui a calculé, c'est vraiment une image calculée, la déviation de rayons lumineux et l'image que vous pourrez avoir. Alors, on va essayer d'observer le trou noir qu'il y a dans notre propre galaxie, qui est le trou noir que nous connaissons le mieux. Alors, notre galaxie, elle est représentée ici par vue d'artiste, puisque vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller en dessus. Ce qu'on voit, nous, c'est cette Voie lactée qu'on voit dans le ciel, ici, dans une nuit étoilée. Vous avez un observateur ici, et le trou noir est au centre, bien sûr. Ce que vous voyez ici, c'est des étoiles, mais proches en général, avec des traînées de poussière. Ce qui est noir, c'est la poussière qui absorbe la luminosité des étoiles derrière. Donc, si on remet toutes les connaissances qu'on a sur la Voie lactée, de fait de la vitesse du gaz qui vient vers nous, etc., on sait que notre galaxie, elle est spirale et elle est barrée. Il y a une barre dans la galaxie, c'est une barre d'étoiles. Et donc, ici, on a la matière qui tourne dans ce sens. Le Soleil est ici, on est au bord de la Voie lactée. Les distances, vous voyez, 100 000 années-lumière de diamètre. Nous, on est au Soleil à 27 000 années-lumière du centre du trou noir. Donc ça, c'est vraiment ce qui correspond le mieux, la vue d'artiste qui correspond le mieux à notre Voie lactée, si on pouvait la voir de dessus. Alors, on va s'approcher du trou noir. Comment le faire? Parce que quand vous voyez dans les longueurs d'onde visibles, c'est ça que vous voyez, avec beaucoup de poussière. Et en fait, ce que vous voyez, c'est les étoiles qui sont proches, très proches du Soleil. Vous ne voyez pas le centre de la galaxie, optiquement. Alors pourquoi? Parce que ces grains de poussière, qu'est-ce que c'est? C'est des petits silicates, carbonates, des petits grains qui sont comme de la suie. Ça fait 0,5 microns en moyenne de taille. 0,5 microns, c'est la longueur d'onde optique que vous voyez en jaune, par exemple. C'est 0,5 microns. Donc, toute cette poussière absorbe ce rayonnement. Donc, vous ne voyez rien. Par contre, si vous vous déplacez à 2 microns de longueur d'onde, c'est le proche infrarouge qu'à l'œil, on ne voit pas. Mais on a des caméras proche infrarouge pour voir la nuit. Eh bien, voici une image de la Voie lactée faite en 2 microns de longueur d'onde, donc en infrarouge. Alors, vous voyez que cette fois-ci, on a pu percer la poussière et on voit le bulbe de la galaxie. Le bulbe, c'est une sphère, un sphéroïde d'étoiles, alors que tout le reste, c'est en disque. Vous voyez, une vue fisheye de notre Voie lactée. Et vous voyez encore un petit peu de poussière en jaune, c'est la poussière qui est rémanente, c'est-à-dire qu'il y a encore des petits grains de poussière qui font 2 microns, mais la plupart des grains de poussière font 0,5 microns. Donc en infrarouge, on voit qu'on perce la poussière et on peut voir le centre de la galaxie. Donc c'est en infrarouge qu'on va essayer de voir les étoiles autour du trou noir. Alors voici, on va faire un zoom. Alors on fait un zoom ici d'une année-lumière. Vous avez, on est passé de 100 000 à 1, donc c'est un gros zoom de 100 000. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le trou noir est ici. On ne le voit pas. Mais ce que vous voyez, c'est des étoiles. Tout ça, c'est des étoiles. Alors, pourquoi elles ont l'air de grosses taches? Simplement parce qu'on voit tout ça à travers notre atmosphère. C'est un télescope au sol. Le télescope qui a fait ça, c'est le Very Large Telescope, VLT, de l'ESO, qui est l'observatoire européen austral, au Chili. On a 4 télescopes de 8 mètres. Et donc, ce télescope, il le voit à travers l'atmosphère. L'atmosphère de la Terre est très turbulente. On a des mouvements d'air, de chaleur, etc. Et donc, c'est comme si vous regardez les étoiles dans une piscine, vous voyez quelque chose de flou. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a. On a quelque chose de flou. Alors, comment peut-on avoir des images plus nettes? Alors, en voici une plus nette. Vous
voyez qu'on a fait encore un zoom d'une année-lumière à 20 jours-lumière, et on voit les étoiles, cette fois-ci, une par une, avec un diagramme de diffraction uniquement, qui est dû à la diffraction du télescope de 8 mètres, du VLT. Comment on arrive à là? Eh bien, en utilisant la correction d'optique adaptative. C'est-à-dire qu'on va geler l'atmosphère toutes les micro- ou nanosecondes, et puis on va corriger le shift que fait l'atmosphère en turbulent, et on va sommer ensuite toutes les images obtenues en gelant l'atmosphère. Alors voici une petite animation qui montre lorsque le système d'optique adaptative est on, vous voyez que toutes les étoiles deviennent très ponctuelles, enfin du moins la taille de la diffraction du télescope, mais lorsque il est off, vous voyez que c'est de grosses taches. On ne va pas pouvoir distinguer les étoiles individuellement. Donc il nous faut absolument ce système d'optique adaptative pour corriger la turbulence de l'atmosphère. Donc supposons qu'on ait fait cet effort. Et donc une fois fait cet effort, on peut regarder le mouvement propre des étoiles autour du trou noir pendant 15 ans, 20 ans. Alors vous voyez ici, on a une animation, mais ce sont des vraies positions d'étoiles qui ont été suivies pendant 20 ans. Ici, on a 2008, 2009, etc. Alors ce qu'on voit, c'est le trou noir ici est au centre, et on voit qu'on a un certain nombre d'étoiles qui tournent autour avec des vitesses de 1000 à 2000 km par seconde. Donc ça va relativement vite. Il y en a une, par exemple, la plus proche, qu'on appelle S2, qui a une orbite de 16 ans et qui passe... Alors c'est une orbite de Kepler. Alors certains d'entre vous ont déjà vu toutes les orbites de Kepler, peut-être d'autres non. Donc ça va vous faire une révision pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais vous avez le Soleil. Dans le système solaire, on a aussi des orbites keplériennes, des ellipses. On a le Soleil au foyer. Ici, c'est le trou noir qu'on a au foyer, qui est ici. Donc l'étoile là, c'est le trou noir, et au foyer de l'ellipse de Kepler. Donc ici, on a des trajectoires qui sont vraiment très pures. Pourquoi? Parce qu'on est rentré à l'intérieur de la galaxie, et les étoiles du bulbe sont négligeables, et on n'a que la masse du trou noir, qui fait 4 millions de masses solaires. Donc avec ces orbites-là, on peut en déduire la masse du trou noir, c'est comme ça qu'on la connaît bien. Et puis, on a même pu faire mieux. Récemment, on avait un instrument qui s'appelle Gravity, un instrument qui permet de faire l'interférométrie entre les 4 télescopes du VLT, les 4 télescopes de 8 mètres qui sont au Chili. C'est très délicat de faire l'interférométrie en optique ou infrarouge. Et donc, c'est un instrument très, très complexe qui a pu démarrer en 2018 seulement. En 2018, ça tombait bien puisque c'était l'année où l'étoile S2 arrivait au péricentre du trou noir. Donc elle arrive à peu près à une centaine d'AU, à l'unité astronomique, la distance Terre-Soleil. Vous voyez qu'on a à peu près la taille d'un système solaire ici, c'est très très proche du trou noir. Et on peut mesurer avec précision cette orbite de Kepler qui n'est pas tout à fait de Kepler parce qu'on va avoir des effets relativistes. Et on a pu vérifier toute la relativité d'Einstein à une très très grande précision. Et on a pu mesurer par exemple les vitesses lorsqu'elles s'approchent du péricentre, on a 4000 km par seconde. Et puis on a aussi quelque chose de plus que de vérifier la théorie d'Einstein. On a aussi le fait qu'on a des sursauts. Alors, qu'est-ce que c'est que ces sursauts? Ce que vous voyez là, c'est une photo animée où on voit toutes les étoiles qui sont autour du trou noir. Le trou noir est ici. Vous voyez une petite scintillation encore des étoiles, malgré l'optique adaptative qui a corrigé de la turbulence. Il reste encore un petit résidu de turbulence qui fait qu'on a l'impression que les étoiles scintillent. Les étoiles scintillent à cause de l'atmosphère. Donc ici, c'est le cas. On a encore un peu de scintillation. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est au centre, vous avez le trou noir qui est invisible, qui tout d'un coup, il y a un sursaut de luminosité. Et cet sursaut ensuite disparaît et ça dure 30 minutes. Donc il faut être attentif. Et on s'imagine qu'on commence à voir le gaz qui tourne autour du trou noir et dont la période était justement de 30-40 minutes. Alors selon la distance au centre, ça peut varier entre 30 et 40 minutes. Et donc on va essayer de résoudre ça avec l'interféromètre Gravity. Alors Gravity ne permet pas de faire d'image parce que l'atmosphère à 2 microns est quand même assez trop turbulente, mais permet de suivre le sursaut, là, le sursaut qui a l'air ponctuel. En fait, il bouge et il tourne comme ceci. Donc vous voyez, position à plusieurs moments. Et donc ça permet d'avoir une trajectoire qui a l'air d'être presque de face,
un cercle presque de face. Alors ça, c'est peut-être surprenant parce que notre galaxie, elle est vue par la tranche, puisque nous sommes dedans, mais tout le disque qui est près du trou noir n'a pas la même orientation que la Voie lactée. Alors, je vais revenir là-dessus pour dire qu'on a à peu près le même progrès en 2 microns de longueur d'onde que ce qu'on avait à 1 millimètre que j'ai présenté au début. C'est-à-dire que le rayon du disque de gaz, c'est le même que celui que vous voyez en orange en radioastronomie, et il a 20 micro-arcs-secondes de résolution. Donc vous voyez qu'avec 2 microns de longueur d'onde, même si on a une ligne de base de 200 mètres, on peut avoir la même résolution que le télescope radio qui a 12 000 km de ligne de base, mais qui a une longueur d'onde d'1 millimètre. C'est le rapport entre les longueurs d'onde, 2 microns, 1 millimètre, qui fait la différence. Donc on a pu obtenir la même résolution à 2 microns et à 1 millimètre, mais à 1 millimètre, on fait une image, et là, on ne fait pas d'image. Donc il y a énormément de progrès aussi qui a été fait avec la détection des ondes gravitationnelles, dont vous avez peut-être entendu parler en 2015, 2016. On a détecté cette première onde par une fusion de 2 trous noirs. Donc Einstein aussi avait prédit dans les équations qu'il y aurait peut-être des ondes gravitationnelles. D'où ça vient? En fait, on a déjà dit que la gravité déformait l'espace. Le tapis était déformé. Maintenant, si la source de la déformation bouge et est accélérée, il faut propager cette information. Et cette information de déformation, elle se propage par des ondes gravitationnelles qui sont des ondes de déformation de l'espace. Donc l'espace se déforme avec une onde sinusoïdale jusqu'à un observateur éventuel. Alors ces perturbations sont infiniment petites et c'est pour ça qu'Einstein disait que ce n'est pas possible qu'on les détecte. Il y a quand même, on a relevé le défi et pendant 20 ans, les astronomes ont construit des interféromètres de Michelson avec 2 bras perpendiculaires et on voudrait savoir si dans une direction, l'espace s'est contracté par rapport à une autre direction. Donc on fait passer des lasers dans les 2 bras de l'interféromètre, on fait la combinaison de ces 2 faisceaux laser et on voit si les interférences bougent ou pas. Donc ça nous donne une grande précision. Et ces interféromètres, la longueur fait 4 km, c'est déjà beaucoup. On fait un peu plus en prenant une cavité de laser qui va se réfléchir 1000 fois. Donc vous pouvez avoir 4000 km. Et là, on commence à faire des longueurs d'onde qui sont raisonnables pour la fusion des trous noirs. Alors ici, vous avez 2 trous noirs qui ont fusionné. On voit le signal en fonction du temps qui est une onde qui tout d'un coup se rapproche. La longueur d'onde est plus petite. Pourquoi? Parce que les 2 trous noirs spiralent, et puis ensuite, ils tournent de plus en plus vite pour ensuite fusionner. Donc c'est ça, en fait, qui est la période, c'est la période de rotation des 2 trous noirs l'un autour de l'autre que vous voyez ici. Alors, cette fusion de 2 trous noirs dure très peu de temps, 1/3 de seconde. Il faut être ne pas perdre le moment, bien enregistré. Et donc, on a pu mesurer, parce que tout ça, ce sont des événements qui ont été calculés par la relativité générale. On connaît très bien la forme, la forme aussi de la fréquence en fonction du temps qui monte. Vous voyez que la fréquence est de plus en plus rapide. Donc tout ça est connu et permet de détecter quelles sont les masses en jeu qui ont fusionné. Donc on a trouvé que c'était un trou noir de 29 masses solaires et de 36 masses solaires qui ont fusionné et qui ont donné un trou noir, non pas de 65, comme on pourrait le savoir, puisque la somme des 2 fait 65, comme vous l'avez déjà vu tout de suite. Et puis, en fait, on a eu un trou noir de 62 masses solaires à la fin. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu 3 masses solaires, 3 de masses du Soleil. L'énergie MC2 de ces 3 masses du Soleil ont servi à déformer l'espace. C'est les ondes gravitationnelles prennent l'énergie sur la fusion des 2 trous noirs. Et on ne trouve plus que 62 masses solaires à la fin, donc perte de 3. Alors, en effet, ces fusions de trous noirs, c'est relativement rare. Il faut aller loin pour les trouver. C'est dans d'autres galaxies qu'on les voit. Et en général, elles sont à 100 millions d'années-lumière de nous. Donc il a fallu déformer l'espace sur une longueur de 130 millions d'années-lumière. Et donc ça a énormément d'énergie. Ça correspond donc à MC2 de 3 masses solaires. Et la perturbation qu'on a vue entre les 2 bras de l'interféromètre de Michelson était de 10-21 en relatif. La longueur, le défaut de longueur entre les 2 bras était 10-21. Ça veut dire qu'on a vu une différence qui était plus petite que la taille du proton. Ça paraît incroyable, mais on y est arrivé.
Et on arrive de plus en plus. Comme vous voyez ici, maintenant, ça devient une industrie. On en a une centaine. Et dans les futurs instruments, puisqu'on est en train d'en construire encore des Brand Michelson, en Inde, au Japon, on en a un en Italie, on en a 2 aux États-Unis, etc. Donc, on en verra peut-être une fusion de trous noirs tous les jours. Donc, c'est une industrie qui permet de mieux connaître la physique des trous noirs. Alors ici, c'est un petit summary qu'on a fait. Ici, vous voyez 2 trous noirs qui ont fusionné et on voit la masse totale des trous noirs. Tous les bleus, c'est des trous noirs. Vous avez aussi des étoiles à neutrons qui sont en jaune ici. C'est plus difficile à voir parce que l'étoile à neutrons, c'est plus petit qu'une étoile, un trou noir. Donc, ça a une masse plus faible. Donc, le signal est plus faible et c'est plus difficile. Et on a représenté ici, en jaune, les étoiles à neutrons qu'on a déjà vues par l'électromagnétisme, c'est-à-dire autre chose que les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire la lumière. Hein. Jusqu'à cette époque-là, la principale source d'information en astrophysique, c'est la lumière. C'est aussi les rayons cosmiques. On a vu que c'était des particules, protons, électrons, qui viennent du Soleil. On avait des neutrinos, donc on avait plusieurs messagers. Mais là, on a ce qu'on appelle le multimessager. Maintenant, on a les ondes gravitationnelles en plus de la lumière, qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations. Alors, j'ai parlé beaucoup d'étoiles à neutrons. Je vais distinguer ce qu'on appelle objets compacts, qui peuvent justement faire des ondes gravitationnelles. Vous avez plusieurs types d'objets compacts qu'on a tous observés. Vous avez d'abord des naines blanches. Naines blanches, c'est ce que va devenir notre Soleil à la fin, dans 4 milliards d'années, lorsque le combustible, l'hydrogène pour former de l'hélium, la fusion nucléaire, auraient tous été consommés. À ce moment-là, le Soleil va grossir, devenir géante rouge, va avaler la Terre, Mars, Vénus, et ça, tout ça va être volatilisé. Et le centre va s'effondrer en naine blanche. Alors, naine blanche, c'est qu'est-ce qui compense la gravité ? Eh bien, c'est un phénomène quantique que je ne développerai pas ici, mais c'est une pression de Pauli avec des électrons dégénérés. Et ça veut dire qu'on a une densité d'1 tonne par centimètre cube. Une petite cuillère vous fait 1 tonne. C'est déjà pas mal. Donc c'est ce que va devenir le Soleil. On observe des naines blanches ici. Ce sont des nébuleuses planétaires. Nébuleuses planétaires, c'est très joli parce que vous avez une enveloppe d'étoiles qui a été éjectée. Et l'objet central, que vous voyez peut-être pas ici, c'est une naine blanche. Et la naine blanche est très chaude et donc permet d'exciter le gaz à des longueurs d'onde très excitées. Donc vous avez l'oxygène 3 fois ionisé, etc. Et donc c'est de jolies couleurs. Vous avez la nébuleuse d'Helix dans la constellation du Lyre, qui est bleue, orange, etc., selon les raies excitées du gaz ionisé. Vous en avez un certain nombre. Ça, c'est des naines blanches. On en observe beaucoup dans la Voie lactée. Vous avez ensuite, une fois que vous avez une masse un peu plus grande que le Soleil, la pression de Pauli des électrons dégénérés ne suffira pas. Vous allez contracter encore plus et vous allez arriver à une étoile à neutrons. Alors ça, c'est 1 milliard de tonnes par centimètre cube. Donc c'est difficile d'imaginer, mais ça vous montre bien que la matière qui nous entoure, elle est essentiellement vide et que les atomes sont des petits points au milieu du vide. Donc on peut encore concentrer jusqu'à 1 milliard de tonnes par centimètre cube. C'est une étoile à neutrons. Et donc les étoiles à neutrons, elles sont connues parce que vous avez le phénomène de pulsar. Alors évidemment, quand vous concentrez, c'est comme le danseur qui ensuite se recontracte, tourne plus vite. Ça tourne extrêmement vite. L'étoile à neutrons, ça peut tourner selon l'âge, en 1 seconde autour de lui-même, ou en millisecondes. C'est-à-dire que fait 1000 tours par seconde. Vous avez cet objet qui fait 1 milliard de tonnes par centimètre cube, qui tourne 1000 fois par seconde. Donc c'est des choses quand même assez extraordinaires. Et donc vous voyez ce genre de choses, c'est-à-dire que le pulsar en tournant, il y a un champ magnétique énorme aussi, 10 puissance 12 fois le champ magnétique terrestre. Et donc vous voyez une émission qui est émise un peu comme un phare dans les 2 pôles magnétiques. Et donc lorsque ce pôle magnétique vient vers vous, vous avez une émulsion, vous avez un pic. Donc c'est comme ça qu'on les a détectés. On a détecté les pulsars, ça a été détecté par Jocelyn Bell en 1964. On a détecté les pulsars. Au départ, on disait, tiens, ce sont des signaux extraterrestres. Non, évidemment, ce n'étaient pas des petits bonhommes verts. Donc ici, vous avez des pulsars. Maintenant, on en connaît des millisecondes pulsars. On en connaît au moins 200 ou 300. Et on a un instrument qui s'appelle SKA,
interféromètre qui va être mondial en Afrique du Sud et en Australie, qui va pouvoir détecter 20 000 pulsars. Et puis, évidemment, au-delà, si la masse est plus grande, alors le principe de poli quantique ne va pas suffire, et donc la gravité domine, et vous avez le trou noir. Donc c'était juste pour faire une petite parenthèse sur les objets compacts que l'on peut détecter. Alors, ce que l'on a vu, et je repars peut-être en arrière ici, c'est le trou noir le plus massif qu'on ait vu par les ondes gravitationnelles. Eh bien, c'est celui-ci. Alors, on a été surpris quand même de voir qu'on avait un trou noir. Donc ici, vous avez perdu aussi pas mal de masse. Vous ferez le calcul, combien on a perdu. 142 masses solaires à la fin. Alors 142 masses solaires, c'est quelque chose qui est impossible à avoir directement par l'explosion en supernovae d'une étoile. Les étoiles les plus massives, d'abord, elles font entre 60 et 130. C'est la plus grosse étoile qu'on peut faire. Et puis, elle est tellement violente, l'explosion en supernovae, que vous avez des grains de lumière qui se décomposent en une particule matière-antimatière. À ce moment-là, la pression tombe et donc l'explosion est tellement violente que tout s'en va dans l'espace et vous n'avez plus de trou noir. Donc on sait très bien que ces trous noirs-là, c'est impossible à avoir avec une explosion de supernovae. Alors comment on les a ? Eh bien on pense que, on n'en sait rien, mais on fait une hypothèse, que c'est peut-être par fusion successive de trous noirs. Donc on a des petits trous noirs, ça on le sait les avoir, et puis ensuite, par fusion successive, vous pouvez avoir 142. Ce sont des trous noirs de masse intermédiaire, et ça c'est très intéressant parce que je vous ai dit qu'il y avait des trous noirs de petite masse, de grosse masse et intermédiaire, on ne sait pas s'ils existent. Alors vous allez me dire, pourtant c'est facile, comment on fait les gros si on n'a pas des moyens ? Eh bien, c'est pas si évident que ça parce qu'il y a des théories qui disent qu'au début de l'univers, on peut former d'énormes étoiles, peut-être de 1000 masses solaires, et qu'on les effondre en trous noirs tout de suite, sans avoir de trous noirs de masse intermédiaire. Donc cette question, elle est toujours là. Est-ce que les trous noirs de masse intermédiaire existent ou pas ? Eh bien, en tout cas, par fusion de petits trous noirs, ça peut exister. Alors pourquoi ? Parce que normalement, les étoiles dans la Voie lactée ne se rencontrent jamais. Il n'y a jamais de collision entre étoiles, elles sont tellement loin les unes des autres. Par contre, il y a un endroit où on a beaucoup d'étoiles réunies en un seul morceau, c'est les amas globulaires. Il y a à peu près 200 amas globulaires dans la Voie lactée. Ces amas globulaires peuvent contenir 100 000 étoiles dans une année-lumière de rayon. Et pour vous donner une ordre de grandeur, l'étoile la plus proche du Soleil, c'est Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière. Donc vous voyez que dans un rayon de 4 années-lumière, on a une étoile. C'est la banlieue. Ici, c'est vraiment la grosse ville. Vous avez une collection 100 000 étoiles dans une année-lumière. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir des collisions entre étoiles qui sont possibles. Et lorsqu'il y a beaucoup de trous noirs qui sont faits, au moins 10% sont des trous noirs, à ce moment-là, vous avez des collisions de trous noirs. Et c'est là que peut-être, alors on ne l'a pas encore démontré, mais peut-être que c'est là que se forment ces trous noirs de masse intermédiaire. Alors comment, si on est intéressé à ces trous noirs supermassifs, comment va-t-on détecter les ondes gravitationnelles lorsque deux galaxies vont entrer en fusion ? Les trous noirs centraux vont fusionner. Alors on aimerait connaître ces ondes gravitationnelles. Alors comment fait-on ? Eh bien, on pense que la seule façon de les avoir, c'est avec les pulsars, justement. Alors pourquoi ? Vous voyez, j'ai symbolisé ici le tapis, le fameux tapis de l'espace. L'espace est très déformé. On a des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire qu'on a des ondes sinusoïdales qui se propagent dans tous les sens. La Terre est ici, on aimerait détecter ces déformations de l'espace. Et vous voyez, ici, on a des tas de pulsars. On connaît la période de ces pulsars à 17 chiffres significatifs. Ils sont très, très stables. C'est bien mieux que les montres pulsars du même nom. C'est un repère, d'un jalon de temps. On a 17 chiffres significatifs sur la fréquence de ce pulsar. Donc, si jamais l'espace s'est courbé entre le pulsar et nous, eh bien, on va avoir une modulation de la fréquence du pulsar. Et c'est ainsi qu'en regardant les pulsars fréquemment, tous les 3 mois ou ainsi de suite sur plusieurs années, on va pouvoir avoir la fluctuation et donc les ondes gravitationnelles, détecter les ondes gravitationnelles. Donc, il n'y a que comme cela qu'on va pouvoir les avoir. Pourquoi ? Parce que les longueurs d'onde prévues lorsqu'on a des trous noirs très massifs sont de l'ordre de l'année-lumière. Alors vous allez me dire, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est la fusion de trous noirs de masse stellaire. Et ça, on a des longueurs d'onde de 4000 km. On a pu voir sur Terre.
Pour les trous noirs de masse un peu plus grande, on a prévu d'envoyer dans l'espace des télescopes pour faire des interféromètres de Michelson. Donc on peut en avoir 3 pour faire une branche. Et ces 3 pourront être éloignés d'1 million de kilomètres. On a déjà envoyé des satellites au point de Lagrange qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc ça, on sait faire. On peut en envoyer 3 et on aura des bras de l'interféromètre d'1 million de kilomètres. Donc on pourra avoir des trous noirs de masse intermédiaire. Alors pour avoir un bras qui fait une année-lumière, ça c'est pas possible. On ne sait pas envoyer des télescopes à une année-lumière. Donc ces pulsars sont notre télescope pour détecter des ondes gravitationnelles de trous noirs supermassifs. Alors pour l'instant, on a commencé à le détecter. Nous avons à Nancy un télescope de 300 mètres en radioastronomie qui détecte les pulsars et qui est très avancé pour détecter ces ondes gravitationnelles. Alors j'ai résumé en un petit diagramme les 3 sortes d'instruments qui peuvent détecter les ondes gravitationnelles. Ici, on a les fréquences 100 Hz. 100 Hz, c'est la fréquence de l'onde gravitationnelle pour un trou noir de masse stellaire, supernovae. Donc ça, c'était les instruments LIGO, Virgo, LISA, etc. Ici, c'est l'instrument futur dans l'espace qu'on va lancer avec 1 million de kilomètres de longueur d'onde. Donc c'est 10-2 Hz. Et ce qu'on veut, en fait, c'est d'avoir le nanohertz. Donc nanohertz ou 10 nanohertz, c'est-à-dire 1 année-lumière, 10 années-lumière. Alors il va falloir être patient parce que pour détecter une longueur d'onde, il va falloir attendre au moins 1 an ou 2. Donc c'est un travail de patience. Là, vous avez vu que pour ces trous noirs-là, en 1/3 de seconde, c'était fait. Mais là, il va falloir du temps. Et on a commencé déjà. En 2020, il y a eu un premier résultat avec Nancy, par exemple, et d'autres télescopes au monde qui ont permis de montrer qu'il y avait un petit signal qui commençait à détecter. Donc, dans le futur, on va sans doute le détecter, les fusions de trous noirs supermassifs. Alors là, il y a aussi en plus, c'est plutôt dans ces longueurs d'onde-là, on a une confusion entre plusieurs sources. On a aussi une source d'ondes gravitationnelles qui est l'inflation. Au début de l'univers, il y a un Big Bang et une théorie d'inflation qui accélère un petit peu l'expansion de l'univers au départ. Et on prédit des ondes gravitationnelles énormes. Et donc, ils seront de cette longueur d'onde-là. Donc, c'est pour ça que cette gamme de longueur d'onde est très, très prisée, car on va pouvoir vérifier peut-être l'inflation au début du Big Bang. Donc là, c'est la parenthèse est tournée. Je vais maintenant vous parler de quasars. Bon, je ne sais pas où j'en suis à peu près, mais j'ai encore un petit peu de temps. Des quasars, parce que, comme je vous l'ai dit, on les a détectés en 1963. C'est Martin Schmidt qui nous a quittés récemment, qui a trouvé que les quasars existaient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quasar ? Au départ, on les a détectés après la Deuxième Guerre mondiale par les radiosources. Alors, les radiosources, une des radiosources s'appelle 3C. Ça veut dire quoi, ce 3C ? C'est le 3e catalogue de Cambridge. Cambridge avait un interféromètre de radioastronomie et faisait un catalogue de sources radio dans le ciel. Donc, il y en a une qui est très célèbre, celle-ci. Et donc, ces radiosources, on n'a pas de raie spectrale pour pouvoir les identifier au point de vue distance. À quelle distance sont-elles, ces radiosources ? On n'en sait rien. Donc, il fallait un petit peu regarder si elles étaient en corrélation avec une source optique. À ce moment-là, la source optique, on a des raies, de l'hydrogène, etc., des raies spectrales qui permettent d'avoir la vitesse de récession de ces objets. Et par la loi d'expansion de l'univers, la loi de Hubble le maître, on peut en détecter la distance, puisque la vitesse de récession est proportionnelle à la distance. Donc c'est ce que les gens ont fait. Et donc, ils ont trouvé que cette source radio était avec la même position que cette source-là, en optique. On a l'impression d'une étoile. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé quasi-étoile, quasi-star, quasar. Quasar, c'est ça. Donc, c'est un point. Alors, comment on voit que c'est un point, puisqu'il y a une tache ici, et ça, il y a une diffraction du télescope. Vous voyez les taches de diffraction, les aigrettes de diffraction, ça, c'est une source ponctuelle, en fait. Que se passe-t-il ? Alors, on peut en faire le spectre. Le spectre est ici, c'est le spectre historique de Martin Schmidt. Et ce qu'on voit, c'est des raies bizarres. Des raies bizarres, à l'époque, on n'a pas su les reconnaître. Et c'est Martin Schmidt qui les a reconnues en disant, eh bien, c'est quelque chose qui est très décalé vers le rouge. À ce moment-là, je retrouve les raies de l'hydrogène que je connais. Alors, très décalé vers le rouge, ça fait un peu sourire aujourd'hui, puisque on a un décalage vers le rouge, c'est-à-dire le décalage de la longueur d'onde sur la longueur d'onde
initial, on l'appelle Z ou redshift ou décalage vers le rouge. Et en fait, il est que 15%. Aujourd'hui, on a 20, 10, 20. Donc, c'est ça qui est à grand décalage. Ici, ça paraît être très proche pour les astronomes d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était invraisemblable. Donc, 15%, il a fallu réfléchir et dire, en effet, cet objet est très, très loin. Alors, s'il est très loin et qu'il émet une lumière telle, ça veut dire qu'il est très puissant. Et on n'a pas encore la solution. Et c'est là que, lorsqu'on soustrait... Alors, par exemple, ça, c'est une vue d'aujourd'hui, hein, avec le télescope spatial Hubble. Lorsqu'on soustrait la source ponctuelle, qu'on connaît bien avec le télescope HST, le Hubble, à ce moment-là, vous voyez qu'on a une galaxie dessous. Alors, le centre est tellement puissant que la soustraction, c'est mal faite, donc il ne faut pas regarder là. Mais ce que vous voyez, c'est la galaxie dessous. Donc ça veut dire que le quasar, le noyau, qui est une source ponctuelle, qui est quelque chose qui est d'une semaine-lumière, hein, qui n'est même pas la taille du système solaire, eh bien, il émet 1000 fois plus que toute la galaxie réunie. La galaxie réunie, c'est quand même 300 milliards d'étoiles. Donc ce quasar, en un point, il rayonne 1000 fois plus que 300 milliards d'étoiles. Donc c'est une énergie énorme. Et c'est ça qui a convaincu aussi de l'existence des trous noirs supermassifs, car il n'y a que l'énergie gravitationnelle autour d'un trou noir qui peut être bien plus grande que l'énergie nucléaire de fusion. Alors ce fameux quasar, le premier découvert, eh bien, il y avait une petite... Alors si je reviens même en arrière, on le voit ici. Ça, c'est une image de Hubble, mais sur les plaques photos, il y avait un petit défaut, personne ne l'avait vu, parce qu'il y a parfois des cheveux qui sont sur les plaques photos. Et puis, quand on regarde bien, eh bien, c'est un jet radio. C'est un jet que l'on voit ici. Alors ici, les contours, c'est un interféromètre radio qui a vu ça. On l'a en optique, déjà, ça fait des petits grumeaux qui émettent du rayonnement synchrotron en visible, en lumière optique. Alors ici, on a la même chose, hein, en plusieurs longueurs d'onde. Vous avez le Hubble Space Telescope, donc le télescope spatial Hubble ici. Vous voyez qu'en optique, on voit des petits... Un petit peu comme si le quasar émettait des bouffées, comme les Indiens qui veulent faire un petit signal, hein, des petits bouffées de signal. Chandra, c'est un télescope rayons X qu'on a envoyé dans l'espace. Et en rayons X, on voit la même chose. Merlin, c'est un télescope radio. En radio, on voit un peu la même chose, pas au même endroit, hein, mais on a des petites bouffées comme ça d'émission. Donc on va se servir de ces petites bouffées pour avoir le mouvement propre, pour savoir à quelle vitesse se déplace le jet. Alors ici, vous voyez, on a cette petite bouffée, là, on va se servir de ça, et on regarde en fonction du temps. Alors 1992, 94, 96, 98, on a 6 ans, on a isolé un de ces petits points, et on voit que en 6 ans, ils ont parcouru 60 années-lumière. Ah, il y a vraiment une surprise. On dirait qu'ils vont 10 fois la vitesse de la lumière. 60 années-lumière en 6 ans. Et ça, ce n'était pas que celui-là. Hein. Celui-là, c'était... tous les radiosources qu'on voyait à cette époque-là avaient une vitesse superluminique. Alors pourquoi ? Bien sûr, on n'a pas de tachyon ni rien du tout. Mais on a une illusion. Alors l'illusion, c'est que là, ici, vous avez un point 1 de ces petits grumeaux, là, A, qui s'éloigne de B. Alors, la vitesse, elle est relativiste, c'est-à-dire qu'elle est presque égale à C, 0,9 fois C, par exemple. Et puis, le G vient vers vous. Alors, pourquoi il vient vers vous ? En fait, il y a toutes les directions possibles, mais on voit beaucoup mieux ceux qui viennent vers nous, parce qu'il y a un effet Doppler de boost. Donc, tout ce qui vient vers nous est boosté en luminosité. Donc, au début, on regardait les plus lumineux et on voyait toujours ceux qui viennent vers vous. S'ils ne viennent pas vers vous, ils sont moins lumineux. On les a vus après, avec des instruments plus puissants. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, simplement, il y a compétition entre la vitesse ici, qui est la vitesse de la lumière, et puis la vitesse du messager. Le A, pour arriver au télescope, il a tout ça en plus à faire que B. B est plus proche. Donc, il arrive plus tôt. Donc, on a l'impression qu'il va plus vite. C'est exactement la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et là, le signal ne part pas à point, il part en retard. Donc, finalement, il a l'impression qu'on va beaucoup moins vite. Donc B, il nous apparaît aller à la vitesse 10 fois la vitesse de la lumière. C'est uniquement une illusion qui est la compétition entre le rayonnement et la vitesse et le rayonnement. Le messager a la même vitesse que l'objet.
Donc on a un grand nombre de sources superluminiques, mais maintenant on voit des sources un peu moins fortes qui sont dans le plan du ciel, qui ne sont pas venant vers vous. Et à ce moment-là, elles vont à une vitesse de la lumière, non pas superluminique. Alors, à quoi sont dus ces jets qui sont finalement des émanations du trou noir? Pourquoi ils éjectent énormément? Il faut beaucoup d'énergie pour éjecter ces particules relativistes. Alors, on pense que c'est justement le spin du trou noir qui va donner l'énergie et le moment angulaire pour sortir. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est un petit peu le Penrose qui l'avait proposé, ce processus. Bon, le trou noir tourne avec un spin comme ceci. Donc, il a un moment angulaire qui se conserve tout le temps. Donc, si vous amenez ici, alors là, on a représenté l'horizon, c'est-à-dire le point de non-retour. Et puis, comme il tourne, on a aussi ce qu'on appelle une ergosphère, peu importe, mais c'est une sphère qui est un petit peu renflée à l'équateur due à la rotation du trou noir. Donc, si vous amenez un projectile qui tourne dans le sens inverse, rétrograde par rapport au spin du trou noir, vous voyez que si on avale cette masse, le spin du trou noir va décroître, puisque le moment angulaire ne peut que se conserver. Donc si vous lui amenez du moment angulaire négatif, vous allez décroître la vitesse du trou noir. Et l'énergie du trou noir, il y a 25% de l'énergie qui est dans son énergie de rotation. Donc vous allez pouvoir pomper l'énergie du trou noir en jetant des choses dedans, qui tournent de façon rétrograde. Donc cette particule, par exemple, qui se intègre ici, une particule qui va tomber sur le trou noir, donc diminuer la rotation du trou noir, et donc va prendre l'énergie et être propulsée dans un jet, dans la direction du... Alors comment maintenant on collimate ce jet? Eh bien, c'est le champ magnétique qui fait ça, puisque vous avez un disque d'accrétion ici, autour du trou noir, ça tourne extrêmement vite, on avait dit 100 000 km par seconde, donc la vitesse de la lumière, et puis le champ magnétique, évidemment, est énorme. 10 puissance 12 ordres de grandeur au-dessus du champ que vous connaissez. Donc, c'est un effet dynamo terrible. Et donc, vous avez un champ magnétique si fort que vous avez des lignes de champ qui piègent toute la matière ionisée. Ce sont des électrons et des protons qui gèlent ici. Et donc, vous êtes collimaté pendant très, très longtemps grâce à ce champ magnétique. Donc, si on regarde un petit peu une source radio quelconque, vous voyez ici une galaxie. Alors, si on zoome sur la galaxie, vous avez une galaxie optique ordinaire. Et puis, ce jet va bien au-delà du rayon de la galaxie, sort de la galaxie d'un facteur 10 ou 100. Donc, c'est très puissant. Au départ, il est très collimaté. Celui-là vient un petit peu plus vers vous que celui-là, donc vous le voyez plus. Mais normalement, c'est symétrique. Et puis, au bout d'un moment, les électrons perdent leur énergie quand même au rayonnement. Et puis, ça se termine ici en lobes radio qui sont tellement freinés que parfois, ils retombent un peu. Ici, vous voyez le jet qui va jusque-là. Et puis ensuite, on a des lobes radio qui terminent de rayonner, mais qui sont beaucoup plus ralentis, qui sont plus relativistes. Mais on peut aller très loin. Parfois, on va jusqu'à 300 millions de parsecs. Alors, vous allez me dire, quand est-ce que ces noyaux sont actifs? On a vu que notre noyau dans la Voie lactée n'est pas actif du tout. Elle n'est pas un quasar, elle n'est pas un noyau actif. La plupart du temps, les noyaux ne sont pas actifs. Ça veut dire que le trou noir est en jeûne. Il jeûne la plupart du temps. Il n'a pas de festin tout le temps. Il y a de temps en temps un festin. Alors, quand est-ce qu'arrive le festin? Eh bien, c'est lorsqu'on a une interaction entre galaxies. Parce qu'une fois que la galaxie est bien stable, le trou noir a mangé toutes les étoiles et tout le gaz qu'il y avait autour. Il a fait le vide autour de lui et puis il n'y a plus rien. Et lorsqu'on a une interaction de galaxies, donc ici, vous avez une interaction, vous avez des queues de marée, vous avez des perturbations. Alors évidemment, toutes les étoiles et le gaz est rebrassé et il y en a qui tombent sur le trou noir. Et donc, vous réveillez le trou noir qui va manger et donc faire un quasar. Donc en général, les quasars, on a beaucoup d'interactions de galaxies comme ça. On a aussi, par exemple, deux galaxies en interaction ici. On les voit, les deux en optique qui sont là. Et puis, vous avez deux galaxies optiques, deux G. Alors, c'est assez rare parce que les festins sont rares pour les trous noirs. Qu'il y en ait deux à la fois qui sont en train de manger en même temps et d'avoir deux G radio, c'est relativement rare. Alors, il y a aussi, ces G sont relativement flexibles. Et lorsque la galaxie traverse un amas de galaxies, un amas de galaxies, ça consiste à beaucoup de gaz chaud qu'on voit en rayons X, et donc qui
qui est très ténue, mais qui fait comme un vent lorsque la galaxie bouge avec une vitesse de 1000 km par seconde par rapport à ce milieu. Vous avez un vent que j'ai symbolisé ici par Éole qui souffle. Et vous voyez que normalement les jets radiaux sont rectilignes, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de perturbation. Mais si vous rentrez dans un amas de galaxies, eh bien, vous voyez ces images-là de jets radiaux qui sont perturbées. Et on peut les souffler. Donc c'est des plasmas, mais assez peu denses. Ils sont relativistes, mais peu denses. Et donc on les voit. Et donc ça nous permet de voir un peu le mouvement de la galaxie, même sans mesurer la vitesse. Vous voyez tout cet intermédiaire les deux jets même se retournent les uns contre les autres. Alors, je vais peut-être essayer de montrer à quoi est due cette énergie quand même faramineuse d'un quasar. Eh bien, c'est tout simplement l'énergie de gravité, c'est-à-dire exactement la même source d'énergie que les barrages hydroélectriques. Vous avez la chute de matière qui tombe en bas et vous faites tourner des turbines. Ici, c'est pareil. Vous avez la chute de gaz qui tombe, mais alors l'objet est tellement compact et la gravité est énorme que vous avez énormément d'énergie. Alors, par exemple, si vous faites tomber une petite masse M, alors vous allez gagner l'énergie gravitationnelle, Gm sur R, mais jusqu'au rayon de l'horizon. Et ce rayon de l'horizon, on a vu que c'était M sur C2. Donc vous allez pouvoir récupérer un demi de MC2. Si vous faites tomber une petite masse M, vous allez pouvoir récupérer s'il tombe vraiment jusqu'à l'horizon, vous allez pouvoir récupérer un demi de MC2. En pratique, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'on s'arrête un peu avant. On a vu qu'il y avait des rayons maximum. Et en moyenne, ce qu'on détecte, c'est 10% de MC2 sur toutes les galaxies possibles, rétrogrades, directes, etc. On s'approche plus ou moins du trou noir. Et donc, on peut détecter en moyenne 10% de MC2. Vous voyez que c'est beaucoup plus que les réactions nucléaires de fusion qu'il y a entre les étoiles. Lorsqu'on fusionne l'hydrogène pour l'hélium, on a 0,7% de MC2. Donc, c'est une énergie faramineuse. Donc, pour pouvoir avoir un quasar qui rayonne 1000 fois plus, comme on l'a vu, que la Voie lactée, il faut manger 1 à 10 masses solaires par an. Ce n'est pas énorme, quand on sait que dans la galaxie, il y en a de 300 milliards quand même. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus ? Eh bien non. Il y a quand même quelque chose qui freine la gloutonnerie du trou noir. Il ne peut pas être aussi glouton qu'il le voudrait. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il a avalé ces 2 ou 3 masses solaires par an, à ce moment-là, il y a énormément de rayonnement, UV, gamma, X, etc., qui fait une pression de radiation. Il y a la pression des photons qui va résister. Et donc cette pression des photons qu'on a mis ici en bleu, la pression de radiation, le rayonnement pousse, elle va compenser la gravité. Et ça, on peut le calculer. C'est lorsque la luminosité est égale à la luminosité d'Eddington. C'est Eddington qui a le premier calculé cette limite. Et cette limite, elle est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc pour un trou noir de 100 millions de masses solaires, on aurait 3 10 puissance 12. Alors il faut dire que la Voie lactée, c'est 10 puissance 10. Donc on a déjà 300 fois la luminosité de la galaxie. Si on a un trou noir un peu plus massif, on peut avoir 1000 fois plus, etc. Donc c'est ainsi que l'on peut avoir ces luminosités extrêmes, mais on est arrêté. On ne pourra pas avoir plus que ça. Et pour savoir ça, il faut manger 2 masses solaires par an. Alors, pour les orbites, ça nous intéresse beaucoup de savoir si le trou noir va... Alors, vous voyez un petit peu, c'est le dessin que je faisais au début. En fonction du spin du trou noir, entre 0 et le maximum, on voit qu'on peut se rapprocher 6 fois plus si la matière tourne dans le même sens. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être gagner beaucoup plus que 10%, parfois c'est 30% de MC2, lorsqu'on a de la matière qui tourne de façon directe par rapport au spin, alors que si c'est rétrograde, c'est beaucoup moins. Donc c'est ça qu'on faisait le rapprochement. Et en fait, en fin de compte, la matière va avoir tendance à tourner dans le même sens, parce que, vous voyez ici, si on ne tourne pas, eh bien, le dernier rayon stable où la matière peut tourner et nous envoyer des photons, il est assez loin du trou noir. Et lorsque on tourne au maximum, on peut se rapprocher du trou noir. C'est là qu'on gagne le plus d'énergie. Mais on voit bien que le trou noir, lui, c'est une déformation de l'espace. Donc lorsqu'il tourne, l'espace va tourner avec lui. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas dans la gravité de Newton. Lorsqu'on est autour de la Terre, même si la Terre tourne, on ne tourne pas. Ici, le trou noir entraîne l'espace et entraîne tout ce qui est dans l'espace avec lui. Donc autour d'un trou noir qui tourne, vous êtes obligé de tourner avec le trou noir. Donc vous avez un couple qui entraîne.
et c'est ce qui est représenté un peu ici. Même si vous commencez à tourner de façon rétrograde, et bien peu à peu, vous serez forcé de tourner dans le même sens. Ici, vous voyez, on tourne rétrograde, puis après, hop, il retourne dans le même sens, parce que tout l'espace autour est obligé de tourner avec. Donc finalement, on va retomber dans cet état-là. Et c'est pour ça qu'on gagne beaucoup plus d'énergie que ce qu'on pourrait. Alors comment on le sait, ça? C'est que lorsqu'on s'approche du trou noir, très proche, on a un phénomène relativiste qui est le décalage vers le rouge gravitationnel. Et ça nous fait des raies. Alors si on a une raie de fer, on n'aura plus de raie d'oxygène, d'hydrogène, parce qu'on est trop proton-électron. Mais par contre, on aura le fer qui est un élément qui se trouve dans le milieu interstellaire. Le fer ionisé 26 fois, c'est-à-dire tous les électrons ionisés, il n'y a plus qu'un électron et le noyau du fer. À ce moment-là, on détecte la raie du fer et on voit qu'on a un décalage vers le rouge, ici en énergie, vous voyez, à basse énergie, qui est d'autant plus grand que la matière s'approche. Et ça, on a pu le faire, on a pu le détecter. Ici, on a les deux cas ont été observés, que j'ai symbolisés ici. Si on est très loin, un trou noir qui ne tourne pas, à ce moment-là, on a assez peu de décalage vers le rouge. Et si on a un trou noir qui tourne beaucoup, de façon prograde, à ce moment-là, on a une raie très décalée vers le rouge. Et ça, on l'a observé. Donc, on a mesuré le spin des trous noirs. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de trous noirs qui étaient en rotation maximum. Alors, comment ils peuvent avoir ces rotations? Comment ils acquièrent cette rotation? Eh bien, c'est par fusion. On sait qu'il y a des fusions, par exemple, les fusions de galaxies, deux galaxies spirales. Elles sont en train d'interagir. Vous avez un bras de marée entre les deux. Elles vont interagir et puis, peu à peu, elles perdent de l'énergie et elles vont fusionner. En général, quand on a une fusion majeure de deux galaxies spirales, on va obtenir une galaxie elliptique. Galaxie elliptique, c'est une sphéroïde qui ne tourne pas. Alors, pourquoi? Parce que on a finalement des moments angulaires dans chaque galaxie qui ne sont pas alignés. Et donc, finalement, on perd sa rotation. Une galaxie elliptique ne tourne pas. En fait, elle est tenue par les mouvements désordonnés de ces étoiles qui créent une pression qui compense la gravité, mais il n'y a pas de rotation dans les galaxies elliptiques. Donc ici, si on regarde un petit peu ce qui peut se passer, soit vous avez un tas de fusions mineures, c'est-à-dire des petits satellites qui tombent sur une galaxie spirale. À ce moment-là, vous avez un bulbe sphéroïdal qui est l'accumulation des petits satellites. Par contre, s'il y a une fusion majeure de deux galaxies spirales, vous avez une grosse galaxie elliptique. Et donc, vous gagnez tout le moment angulaire relatif entre les deux galaxies. Pas seulement le spin interne des galaxies, mais le moment angulaire des deux. Et à ce moment-là, vous avez une grosse rotation du trou noir central. Et c'est comme ça qu'on interprète le fait que les gros trous noirs de galaxies elliptiques ont un spin très fort. Et quand on regarde les jets radio, les plus forts, ce sont aussi les galaxies elliptiques. Alors enfin, donc je vais bientôt arriver à la fin, je vais vous dire comment on mesure la masse des trous noirs. La masse des trous noirs est mesurée par les raies. Ici, vous avez une vue du Space Telescope Hubble avec du gaz qui tourne autour du trou noir. Et quand il est assez proche, la résolution du HST est suffisante pour avoir les vitesses proches du trou noir. Vous voyez une vitesse qui est décalée vers le bleu, décalée vers le rouge. Et à ce moment-là, par la vitesse, on en déduit la masse à l'intérieur. Donc ça, c'est une façon de détecter la masse du trou noir. Vous en avez aussi d'autres en radioastronomie, puisqu'on a des masers d'eau, H2O. Alors, maser, qu'est-ce que c'est? C'est un laser, émission stimulée, mais en micro-ondes, micro-ondes laser. Et donc, on a une émission stimulée de la molécule d'eau, très proche du trou noir. Donc, vous voyez ici, on a le spectre détecté. Comme il est très, très puissant, c'est une émission cohérente de maser. Ce n'est pas une émission désordonnée, donc elle est très puissante, comme le laser que je suis en train de projeter ici. Et donc, vous avez énormément de flux, donc vous pouvez avoir beaucoup de résolution. Et en effet, on a quelque chose très près du trou noir, une orbite keplérienne. On peut mesurer la masse du trou noir comme ça. Donc ça, c'est les principaux façons d'avoir la masse. Alors, qu'est-ce qu'on s'est aperçu, en fait, quand on fait le bilan de toutes les masses mesurées, que la masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe. Alors, j'ai déjà décrit ce que c'est un bulbe. C'est un sphéroïde d'étoiles au centre des galaxies. Vous avez un disque de gaz et d'étoiles. Donc, il est bleu en général parce qu'il forme des étoiles OB qui sont des étoiles bleues. Et puis, les étoiles du bulbe, elles sont vieilles. En fait, c'est le résultat de toutes les fusions passées. Donc, la masse est proportionnelle. Par exemple, Messier 87, qui est une grosse galaxie elliptique,
c'est uniquement un bulbe en quelque sorte. Il a une masse de 6 milliards de masses solaires, alors que notre galaxie, on est à peu près là, on a un tout petit bulbe et on a 4 millions de masses solaires. Donc c'est ça qu'on a mis en évidence. Alors pourquoi ? C'est difficile à comprendre quand même parce que la masse du trou noir, elle est presque négligeable par rapport à la masse de la galaxie. C'est 0,2% de la masse du bulbe. Donc dès que vous sortez de quelques années-lumière autour du trou noir, vous êtes dominé par la masse du bulbe et donc le trou noir, il est négligeable en masse. Alors il n'est pas négligeable en luminosité, mais il est négligeable en masse. Donc par contre, il va réagir, c'est grâce à sa luminosité, sa pression de radiation, comme j'en ai montré. Et donc le trou noir va avoir l'effet de rejeter le milieu qui va faire des étoiles. Donc on va réguler la formation des étoiles dans la galaxie rien qu'avec le trou noir. Alors, par exemple, ici, c'est une petite simulation qui interprète les observations. Ici, on a une observation de la raie du fer, de cette fameuse raie du fer très ionisée en rayons X. Ici, c'est tellement chaud qu'on n'a que des rayons X et on voit que le gaz ionisé, il s'en va. Il est propulsé par la pression de radiation du trou noir. Et donc, tout le gaz s'en va. Alors, dans ce vent qu'on a détecté avec une vitesse de 10 000 km par seconde, ce n'est pas autant que le disque d'accrétion, mais c'est quand même pas mal. Eh bien, il va ensuite repousser le gaz moléculaire qu'il y a dans le disque des galaxies. Ici, c'est une petite vue d'artiste. Vous avez le disque d'accrétion et vous avez du vent qui va éjecter le gaz de la galaxie. Donc, le trou noir est capable de stopper la formation d'étoiles d'une galaxie. C'est pour ça qu'il y a une régulation qui permet d'expliquer pourquoi la masse du trou noir est proportionnelle à la masse des étoiles, en fait. Les étoiles et les trous noirs sont en symbiose et permettent de se réguler. Ici, on a une raie de la molécule CO qui trace la molécule d'hydrogène. Et on voit qu'il y a des ailes de raie jusqu'à 1000 km par seconde. Donc là, le gaz moléculaire, il va à 1000 km par seconde quand même. Le gaz ionisé, 10 000. Puis le gaz moléculaire, c'est l'essentiel de la masse de gaz d'une galaxie. Il est éjecté en dehors de la galaxie. Alors, pourquoi il est si efficace ? On voit, c'est que parfois le jet, il balaye le disque de la galaxie. Il n'est pas perpendiculaire. Il a une orientation un peu aléatoire. Et vous voyez ici, on a une galaxie ordinaire avec ses bras spiraux en rose, qui est l'hydrogène ionisé qui forme des étoiles. Et puis on a le jet radio ici, en bleu. Il n'est pas droit, il est dévié par la collision avec les nuages de la galaxie. Donc on voit bien qu'il est en train de balayer les nuages de la galaxie et, comme dans ce dessin ici d'artiste, en train d'éloigner le gaz et donc de stopper la formation d'étoiles de la galaxie. Donc je vais conclure ici. Dire qu'on a appris quand même beaucoup de choses ces dernières années. On a des trous noirs supermassifs, donc entre 1 million, 1 milliard et même plus de masses solaires, qui sont en symbiose entre la galaxie et les trous noirs. On sait que le spin des trous noirs augmente par accrétion, fusion de galaxies pour former les galaxies elliptiques qui vont faire des jets radio. Ces jets radio puisent leur énergie dans la rotation des trous noirs et les jets entraînent en dehors de la galaxie tout le gaz qui ne formera plus d'étoiles, donc limite la formation des étoiles. Et donc on a une bien bonne relation entre masse des trous noirs et masse des étoiles. Voilà, je vous remercie. Et je trouvais que c'était très satisfaisant de chercher et de découvrir quelque chose. Mais je ne savais pas en quoi. Donc j'ai fait des études, maths, physique, classiques. Bon, je suis rentrée à l'école normale supérieure de Redum, mais enfin, il n'est pas nécessaire pour un parcours de passer. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont fait aussi l'université de Paris-Sorbonne. Donc j'ai fait des études de physique atomique et moléculaire, ce qui m'a servi par la suite parce que dans l'espace interstellaire, il y a beaucoup de molécules. On s'en est aperçu dans les années 70 et justement, moi j'ai commencé en 1980 et j'ai détecté un grand nombre de molécules pour la première fois dans le milieu interstellaire. Ça a été un petit boost qui m'a montré que c'était possible de découvrir des choses. Pourquoi on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait beaucoup de molécules dans le milieu interstellaire ? C'est qu'il est très, très, très diffus, dilué avec une particule par centimètre cube. Et donc on se demandait pourquoi elles arrivaient à collisionner pour former des molécules. En fait, il y en a plein.
il y a au moins 120 molécules organiques détectées, comme l'alcool, l'éthanol, le méthanol, etc., jusqu'à des molécules à 13 atomes de carbone, ou même des ballons de football, comme le coronène, la suie, etc. Et donc, j'ai eu un certain boost dans le début de ma carrière sur la découverte des molécules, et aussi, par exemple, j'ai regardé une galaxie Andromède. La galaxie spirale à côté, il n'y avait pas de télescope millimétrique en Europe à l'époque, donc on était obligé d'aller aux États-Unis. Il y avait un télescope en Arizona, et donc les Américains travaillaient là-dessus. Ils avaient essayé de regarder s'il y avait des molécules dans les galaxies extérieures. Et des Américains avaient regardé le centre d'Andromède et n'avaient rien vu. Ils avaient publié en disant que cette galaxie n'avait pas de molécules. Nous sommes arrivés en disant, mais ils ont regardé juste au centre. On voit très bien que les bras spiraux ont plein de poussière et de molécules. C'est là qu'il doit y en avoir. Donc on a demandé du temps sur leur télescope. Les Américains sont très gentils parce qu'ils donnent du temps gratuitement à ceux qui veulent bien avoir une bonne idée pour essayer d'observer. On y est allé et on a observé plein de molécules. Donc on a eu un certain succès tout de suite au début. Je dois dire que j'ai passé quand même la première étape de mon parcours, en quelque sorte, où j'ai d'abord regardé à la fin de mes études ce que je pourrais faire comme recherche. J'ai fait une visite de laboratoire. J'ai trouvé que entre tous les labos de physique que j'avais visités, l'astrophysique était le plus passionnant. Il me montrait, par exemple, en cosmologie, qu'on pouvait peut-être faire des modèles qui expliquaient le Big Bang. Et donc, on avait été parti sur une idée très, très logique, en fait. C'est que dans le Big Bang, il y a beaucoup d'énergie. Et vous pouvez former à partir de l'énergie de la matière et de l'antimatière. Et normalement, ces deux-là sont symétriques totalement. Donc, on devrait avoir la même quantité de matière et antimatière. Et donc, on a fait un modèle comme ça, il y avait des galaxies de côté, des antigalaxies de l'autre. En arrivant, en fusionnant, elle allait faire beaucoup de rayons gamma d'annihilation. Mais c'est un modèle qui a marché pour un moment. Et nous, notre contribution à ce modèle était de savoir si on pouvait former les éléments, les premiers éléments qui se forment dans le Big Bang. Dans le premier quart d'heure, ils se forment de l'hélium. Les 25% d'hélium qu'on a aujourd'hui viennent du Big Bang. Et puis du lithium, du beryllium, etc. Et on a fait le calcul. Donc c'est un calcul de physique nucléaire, ce qui veut dire que l'astrophysique fait de tout, en fait, la physique nucléaire, l'hydrodynamique et de tout. Et on a montré que ça ne marchait pas. Donc finalement, il faut qu'il n'y ait que de la matière dans l'univers, et cet excès de matière sur l'antimatière est de 1 milliardième. Et on n'a toujours pas compris aujourd'hui. Il y a encore des gens qui reprennent notre modèle d'il y a 40 ans, qui essaient de savoir si les modèles symétriques marchent encore. Moi, je pense qu'ils ne marchent pas. Mais parce que dans le CERN, on n'a pas trouvé d'asymétrie entre la matière et l'antimatière. C'est toujours pas compris. Enfin, il faut quand même supposer, puisque nous sommes tous là, qu'il y a eu un excès de matière de 1 milliardième sur l'antimatière, sinon tout se serait annihilé. Donc ça, c'était le premier travail, qui était une thèse de 3e cycle, qu'on appellerait thèse de master aujourd'hui. Et donc, j'ai travaillé d'abord à l'Observatoire de Paris. L'Observatoire de Paris, c'est un établissement qui est à la fois entre Paris et Meudon. Il y a 1000 chercheurs, enfin pas 1000 chercheurs, 1000 personnes qui travaillent là, mais qui peuvent être des chercheurs, des étudiants, des postdocs, des ingénieurs, des techniciens et quelques administratifs aussi. Donc ça fait 1000 personnes, Observatoire de Paris-Meudon, qui est le même établissement. Donc au départ, on travaillait sur Meudon. Ensuite, la moitié de l'autre temps, je l'ai passé à Paris. Donc maintenant, je suis à l'Observatoire de Paris, qui, comme je le disais au début, est l'observatoire le plus ancien au monde en activité, qui est à la place d'Enfer-Rochereau, là où il y a le lion. Je ne sais pas si vous êtes allé à Paris. Mais en tout cas, à l'époque où Louis XIV avait construit cet observatoire, c'était la campagne. Donc il y avait le mont Parnasse, c'est un petit mont, donc on a regardé une petite montagne pour voir les astres de plus près. Et quand on regarde les photos de l'ancien temps, il n'y avait rien du tout. Donc on a pu construire l'observatoire dans l'axe nord-sud, près du méridien, car il y avait des instruments méridiens. Donc on avait la liberté de construire ce qu'on voulait. Maintenant, c'est le centre de Paris, mais c'est quand même assez remarquable. Et puis, en effet, il y a aussi Nancy, qui est la radioastronomie, donc qui a été fait après-guerre. Après-guerre, la Seconde Guerre mondiale a développé énormément les radars et toute la technique radio, et après-guerre a fleuri quelque chose qui était la radioastronomie. On ne s'imaginait pas qu'il pourrait y avoir la lumière en radio qui vienne des astres. Et ça, le premier qui a lancé ça, c'est Karl Jansky, aux États-Unis, qui travaillait sur une recherche appliquée. Il a construit un télescope tournant, un peu comme un manège,
Et puis, ce qui permettait de regarder un peu dans toutes les directions du ciel. Et il a remarqué qu'il y avait de l'émission. C'était pas du soleil, puisque même la nuit, il voyait aussi. Et donc, il a montré que la Voie lactée émettait en radioastronomie. Et donc, on a commencé à construire, dans les années 60, beaucoup de télescopes. Au début, c'était des radars qui venaient de la guerre. Ensuite, on a construit des paraboles, des télescopes. Et on a construit à Nancy, en Sologne, pour être loin des parasites. Hein, donc, il n'y a aucun parasite d'ondes radio. Et donc, c'était le général de Gaulle qui l'a inauguré en 1964. Donc, Nancy est toujours là et appartient à l'Observatoire de Paris. A été justement fondé par l'École normale supérieure. Il y avait Rocard qui, à l'époque, avait acheté le terrain. Il appartient toujours à l'École normale. On a un grand terrain en Sologne et on a un télescope de 300 mètres, plus des télescopes décamétriques qui observent le Soleil. Et actuellement, on est en train d'avoir un précurseur pour le fameux télescope SKA, Square Kilometer Array, qui est en train d'être construit en Australie et en Afrique du Sud. Donc c'est un télescope dont la surface totale fera 1 million de mètres carrés. Donc en Australie, il y aura 130 000 antennes à basse fréquence. Et en Afrique du Sud, il y en aura 120 gros paraboles. Donc tout ça parce que ça dépend de la fréquence. En fait, on a besoin de dipôles pour les basses fréquences et de paraboles pour les hautes fréquences. Et à Nancy, on a construit un prototype, un précurseur. Et donc on a un grand nombre de petites antennes qui sont à Nancy, à côté du vieux 300 mètres qui a été construit par De Gaulle. On a un grand télescope de nouvelle génération, aussi à basse fréquence, en collaboration avec toute l'Europe. Donc il y a les Hollandais. Alors, il faut savoir que l'astrophysique, c'est une science mondiale. On a été les premiers, même en optique. En 1950-60, chaque pays européen avait un télescope sur son sol. En France, il y avait le télescope du Pic du Midi, il y avait l'OHP en Haute-Provence. Et puis, on s'est rendu compte que si on voulait voir le centre de la galaxie, par exemple, que j'ai décrit là, il fallait aller dans l'hémisphère sud. Et ça, c'était très cher d'aller au Chili pour un pays. Donc, on s'est mis tous d'accord. Et en 1960, on a créé l'ESO, qui est l'Observatoire européen austral. Et depuis, on a fait croître le nombre de télescopes qu'on a à l'ESO. Et on est passé devant les Américains. Donc, on a les plus grands télescopes au monde, ce sont les télescopes européens. Donc, l'Union fait la force. On a fait l'Europe avant l'Europe, en quelque sorte. Et donc, pour maintenant, le super radio-interféromètre à basse fréquence en radio, c'est mondial. Cette fois-ci, on est passé à l'échelle mondiale. Il y a non seulement l'Europe, l'Afrique du Sud, l'Australie, il y a les Japonais, mais il y a aussi la Chine qui est rentrée dedans. Ça, c'est nouveau. Et donc maintenant, on a tous les pays du monde qui concurrent pour former le Square Kilometer Array, c'est-à-dire un télescope d'1 million de mètres carrés. C'est le plus grand, donc il n'y a plus de compétition. Aussi. Avant, on avait les États-Unis contre l'Europe, etc. Maintenant, c'est mondial. Donc, c'est pour vous dire que la science, elle est internationale. On a des collaborations partout sur Internet. Donc, c'est comme ça qu'on fait de la science. Alors, si je repars, parce que j'ai un peu divergé, le parcours. Donc, au départ, on n'avait pas du tout tous ces outils-là. On n'avait pas Internet. Donc, on avait des téléphones, on avait des télétypes pour converser, mais c'était beaucoup plus lent. On était beaucoup moins productif. On devait aller à la bibliothèque pour photocopier des papiers, pour ensuite les digérer dans notre bureau. Alors aujourd'hui, on fait clic et on a toute l'information qui nous arrive. Ça, c'est complètement différent. L'accélération a été très violente dans les dernières dizaines d'années, où maintenant, on fait énormément de publications. Alors qu'avant, on faisait une publication, on devait la taper nous-mêmes sur la machine. Quand il y avait une correction, il fallait justement mettre du blanc pour copier et puis coller. Maintenant, le copy and paste nouveau sur Internet, c'est une image de ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, c'est fantastique. On peut écrire un papier en une semaine. Là, il fallait attendre des mois. Et pour lire les papiers des concurrents aussi, aujourd'hui, on a par Internet une centaine de papiers d'astrophysique qui sortent par jour. Et donc, le premier travail que l'on a à faire tous les jours, c'est de lire un petit peu ce qui sort et qui est recherché par les autres, car il est très intéressant de savoir ce que font les autres chercheurs un petit peu dans le monde, pour ensuite s'en nourrir pour sa propre recherche et ne pas refaire la même chose qu'ils font et faire quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est un petit peu pour vous dire la vie du chercheur, c'est d'abord savoir ce qui se fait ailleurs, ensuite collaborer avec les autres, et puis ce qu'on fait, par exemple, c'est des projets d'observation sur télescope. Alors, quand on a une idée pour résoudre un problème, par exemple le problème des trous noirs, mais par exemple celui de la matière noire ou autre chose, on a une petite idée, une théorie, on aimerait la valider. Donc on fait des idées de
d'observation sur télescope, pour voir si ça marche. Il y a des demandes de télescope tous les 6 mois pour un télescope donné, mais comme on a une dizaine de télescopes possibles, tous les mois, on a des dates limites pour envoyer des proposals. Donc, on rédige ces projets. Et puis, il y a un comité international qui juge. Alors, on est parfois aussi dans ces comités. Par exemple, pour le James Webb Telescope, qui a été lancé à Noël 2021, qui a commencé à fonctionner en juillet 2022, donc l'an dernier, il n'y a même pas un an, eh bien, on a eu 1600 proposals de par le monde et on a choisi 10%. Donc, vous voyez que la concurrence est rude. Mais, en général, on est toujours combatif et on fait un certain nombre de projets. Donc, il y a peut-être 1 sur 10 qui sera accepté. Et une fois que vous êtes accepté, donc vous avez les données. Alors, autrefois, on allait observer au Chili, en Espagne, au Japon, etc. Donc, il y avait énormément de voyages. On en a beaucoup moins. Aujourd'hui, les données nous arrivent par Internet. On n'a même pas besoin d'aller au télescope. Et on a les preuves que peut-être notre théorie est fausse ou elle est vraie, qui nous arrivent par les observations. Si c'est vrai, bon, vous pouvez vite écrire un article avec vos collaborateurs. Et donc, vous voyez un petit peu le travail de recherche qui est le nôtre tous les jours, enfin, si on n'est pas débordé par les rapports à faire ou d'autres tâches annexes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le ciel est à tout le monde. Donc, on a un ciel virtuel qui est fait de toutes les observations qui ont été faites de tout temps et qui est sur Internet. Donc, vous pouvez aussi, même si vous n'avez pas de projet accepté, vous pouvez aller chercher, faire du data mining, comme on dit, et regarder les données pour en faire des preuves de votre théorie. Alors, par exemple, lorsque vous faites un projet sur un télescope et que vous êtes accepté, par exemple sur le Hubble Space Telescope, donc vous avez du temps, eh bien, vous avez 1 an de propriété de ces données. Donc, pendant 1 an, vous avez évidemment une incitation à publier rapidement vos données. Sinon, au bout d'1 an, elles deviennent publiques et n'importe qui peut les prendre et faire votre papier à votre place. Donc, vous avez toujours une compétition assez ferme, ce qui fait qu'on est censé être en train de travailler, en fait. On ne se repose pas sur nos données, sur nos lauriers. Il faut absolument exploiter les données qu'on a obtenues sur un télescope, sinon tout le monde pourra les utiliser. Alors, ce qui est très bien, d'ailleurs, puisque certains vont l'utiliser pour d'autres buts que ce qu'on avait pensé au départ. Nous, on voulait vérifier notre modèle, et puis tout d'un coup, d'autres ont d'autres idées. Et donc, il est très bien que tout soit public. Mais ce qui vous fait dire qu'en astrophysique, on n'a rien de secret. Tout est public au bout d'1 an, lorsqu'on a fait des observations. Et tout le monde, même ceux qui n'ont pas contribué à l'achat de ce télescope, peuvent prendre les données de ces télescopes. Donc, on a une science universelle. Donc, si je continue dans le parcours, en fait, vous avez une petite idée quand même. À l'Observatoire de Paris, donc, j'ai d'abord commencé à faire de l'enseignement. Je n'ai pas trouvé de poste tout de suite. Ça, c'est aussi quelque chose à savoir. Même si on fait une thèse, d'abord, on commence à faire une thèse en 3 ans aujourd'hui. Une thèse qui est sous la direction d'un directeur de thèse, etc. Et au bout de cette thèse de 3 ans, vous pouvez demander ce qu'on appelle un postdoctoral, soit en France, soit à l'étranger, qui peut durer 2 ans, 3 ans. Et au bout de 2 ou 3 postdocs, normalement, vous faites sans arrêt des demandes de postes permanents et vous pouvez les avoir. En moyenne, aujourd'hui, il faut attendre 6 ans après la thèse pour avoir un poste permanent, qui peut être un poste de recherche pure au CNRS ou bien un poste avec un petit peu d'enseignement ou une tâche de service. Alors, il y a à l'Observatoire ce qu'on appelle CNAP, c'est-à-dire le Corps national des astronomes et physiciens. Et ce corps a été créé par Louis XIV aussi, mais on en profite bien. C'est-à-dire que c'est un corps qui permet d'avoir des postes toujours au même niveau que le CNRS, mais avec beaucoup moins d'enseignement que, par exemple, un poste en université. Vous avez énormément de charges d'enseignement. Donc, vous faites la recherche à mi-temps, en quelque sorte. Donc, vous avez plusieurs possibilités, mais il ne faut pas se décourager. Et si jamais certains d'entre vous veulent, disons, suivre cette voie et qui est passionné par le sujet de l'astrophysique, à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Et j'encourage à la fois filles ou garçons. L'astrophysique, c'est uni. Enfin, il n'y a pas de genre. Hein, c'est pour tout le monde. C'est universel. Donc, les filles sont aussi bonnes que les garçons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il faut se lancer, même si on pense que c'est peut-être réservé à quelques-uns. C'est pas vrai. Et puis, le Collège de France, alors ça, c'est arrivé à la fin.
En effet, j'avais un poste d'astronome, le fameux CNAP, le corps de Louis XIV, jusqu'en 2014. Et en 2014, j'ai été élue à ce Collège de France. Alors, ce Collège de France, c'est une institution qui a été créée par François Ier en 1530, en réaction à la Sorbonne. La Sorbonne, à l'époque, n'enseignait pas tout. Il y avait des sujets tabous et n'enseignait pas à tout le monde. Et donc, François Ier et aussi sa sœur Marguerite de Navarre voulaient l'enseignement de tout, sans tabou, et puis à tout le monde. Donc il a ouvert le Collège de France, qui, comme vous le savez, est juste à côté de la Sorbonne, pour faire pendant. Et donc, c'est un établissement où les professeurs, il y a des professeurs, il y en a à peu près 45 aujourd'hui, il y en a qui sont en sciences humaines, en philosophie, en sciences de l'homme, en sciences biologiques, physique, chimie, il y a de tout, toutes les matières y sont. Et on enseigne à tous, c'est gratuit. Tout le monde peut rentrer dans les amphis. L'amphi de Marguerite de Navarre fait 400 places. Donc il y a toujours de la place. Et tout le monde peut rentrer. Donc tous ceux, les amateurs, il n'y a pas d'examen ni quoi que ce soit. Et il y a des séries de cours sur des sujets donnés. Donc la seule chose, c'est qu'il faut changer de sujet chaque année. Donc ça demande pas mal de travail. Mais par contre, ça permet d'explorer énormément de sujets et d'apprendre énormément. Par exemple, Cohen Tanucci, qui est un célèbre prix Nobel de mécanique quantique, a fait le cours au Collège de France, et comme il devait changer de sujet, il a trouvé un sujet qui était passionnant et il a changé de sujet de recherche avec son nouveau sujet d'enseignement. Donc ça permet de trouver de nouvelles idées et peut-être de changer de sa recherche de direction. À distance, oui, bien sûr. Le Collège de France prend en vidéo tous les cours. Donc il y a 600 heures de cours par an qui sont sur YouTube, en fait, même, ou en visio sur le Collège de France. Donc même à distance, vous n'avez pas besoin d'aller à Paris pour... évidemment, c'est mieux parce que c'est plus humain, vous pouvez interagir avec les professeurs, mais vous pouvez aussi écouter les vidéos, regarder les vidéos de tous ces cours. Donc sciences humaines, philosophie, sciences du cerveau, il y a énormément de choses passionnantes. Donc on enseigne tout à tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près décrit le parcours, tout ce qui est la science, l'Observatoire de Paris. Et si vous avez des questions... Alors l'académie, c'est aussi quelque chose qui a été fondé par Colbert et Louis XIV, ça date de cette époque, et qui réunit beaucoup de scientifiques. Donc c'est l'Académie des sciences dont je parle, il y a plusieurs académies. On a un palais au quai de Conti qui contient 5 académies. Vous avez l'Académie française, qui a très peu de membres, il y a à peu près 40 membres, 40 fauteuils. Mais vous avez aussi l'Académie des inscriptions et belles-lettres, vous avez l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences. Donc il y a 5 académies dans ce palais, et on se partage le palais. Donc l'Académie des sciences a le mardi. Donc on se réunit tous les mardis. L'Académie française se réunit tous les jeudis. Et ainsi de suite. Donc vous avez 5 académies, 5 jours de semaine. Donc dans l'Académie des sciences, c'est nous qui avons le plus gros effectif. On s'est dit qu'il fallait agir. Nous, on ne s'occupe pas de dictionnaire, mais on s'occupe de beaucoup d'autres choses. On s'occupe des relations internationales. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un G7, un G20, vous avez un S7, un S20, c'est-à-dire une réunion scientifique de tous les pays, de ces 7 pays ou de ces 20 pays. Et on traite des sujets scientifiques au niveau mondial. Et juste un petit peu avant, et ensuite on donne notre rapport aux politiques. On espère avoir une certaine interaction de la science sur les politiques. C'est difficile parce que les politiques, ils sont à court terme, mais ils sont assez loin de la science. Mais on essaie d'avoir notre influence. On essaie d'avoir l'influence sur l'enseignement aussi, car en effet, en France, on a vu que l'enseignement n'était pas au niveau que l'on voudrait. On a vu on était détrônés par les Asiatiques, qui sont d'un très très bon niveau. On aimerait changer les choses, donc on essaie de suggérer des choses pour l'enseignement. On a des commissions qui sont faites là-dessus. On fait des conférences aussi pour tous les grands publics à l'Académie, régulièrement. Et puis, on élit des nouveaux membres. On dresse plusieurs prix. Il y a 80 prix par an qui sont distribués pour récompenser des scientifiques de haut talent et de haut niveau, que ce soit jeunes, milieu de carrière ou fin de carrière. Donc on a des cérémonies sous la coupole qui remercient les gens pour les prix. C'est une de nos activités. Enfin, il y a énormément d'activités.
Et pour cela, nous sommes 200 scientifiques à l'Académie, dans toutes les académies, dans tous les aspects des sciences. Donc, il y a les sciences de l'univers, il y a les sciences physiques, sciences de la chimie, informatique, biologique, etc. La médecine, c'est à part. L'Académie de médecine est une académie séparée. Donc, il y a aussi cette compagnie qui agit beaucoup pour l'enseignement, la science, et développer les idées scientifiques et essayer d'agir sur la politique. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, en fait, je n'ai peut-être pas bien expliqué. Prograde, ça veut dire qu'il tourne dans le même sens. Donc, quand on a un disque de gaz qui tourne autour du trou noir, on l'appelle prograde parce qu'il tourne dans le même sens que le spin du trou noir. Le trou noir et la gaz tournent dans le même sens. Et si il tourne dans l'autre sens, c'est rétrograde. Donc, c'est simplement le sens relatif du gaz par rapport au spin du trou noir. Ah, c'est une transformation, hein, c'est sûr. L'énergie, comme dit Lavoisier, tout se transforme. Et c'est une transformation en énergie de déformation de l'espace. Donc il faut une énergie formidable pour déformer l'espace, même si c'est une toute petite déformation. Et surtout, sur des distances incroyables, puisqu'on est dans des galaxies lointaines. On a détecté ces fusions de trous noirs dans des galaxies très lointaines. Il y en a une à 130 millions d'années-lumière. Donc il faut déformer tout cet espace pendant ces distances-là. Et ces ondes gravitationnelles nous parviennent sans être déformées. Hein. Par exemple, les ondes électromagnétiques, la lumière, nous vient parfois absorbée par la poussière. Il y a beaucoup de déviés. Là, par contre, les ondes gravitationnelles nous arrivent intactes. Donc c'est une façon... on a beaucoup, tous les trous noirs que j'ai montrés, il y en a une centaine maintenant, de fusions de trous noirs, on ne les a pas vus autrement. Donc c'est une façon de détecter les fusions de trous noirs, il n'y a pas d'ondes électromagnétiques. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant, on a détecté une fusion d'étoiles à neutrons, et là, il y avait des ondes électromagnétiques, de la lumière, en même temps que les ondes gravitationnelles. Et on a appris énormément de choses par cette fusion d'étoiles à neutrons, parce que, par exemple, elle mettait 40 millions d'années à nous parvenir, mais les ondes gravitationnelles et les ondes électromagnétiques sont arrivées en même temps, à la seconde près. Donc ça nous a permis de mesurer la vitesse des ondes gravitationnelles. Alors cette vitesse des ondes gravitationnelles est égale à c, à 15 chiffres significatifs près. Et c'est une prédiction de la relativité générale. Mais comme on est en train aujourd'hui, à cause de la matière noire et de l'énergie noire, de modifier la gravité, il y avait beaucoup de théories de gravité modifiée qui avaient une vitesse des ondes gravitationnelles différente de la vitesse de la lumière. Et toutes ces théories ont été éliminées par la même occasion. Donc une expérience a permis d'éliminer, de faire le vide avec la trop grande abondance de théories de gravité modifiée. Mais il en reste pas mal de gravité modifiée encore. Mais on a permis de faire le tri. Donc ça, c'était très intéressant. Bonjour. Je voulais savoir, parce qu'en début de présentation, vous avez dit qu'au centre de chaque galaxie, il y avait un trou noir. Et je voulais savoir s'il y avait si c'était parce qu'il y avait un trou noir au centre, qu'il y avait un trou noir, qu'il y avait une galaxie, ou si ça n'avait rien à voir. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, le trou noir ou la galaxie? En fait, non, la galaxie était là avant. Alors, la galaxie était là avant parce le trou noir, c'est fait de la matière ordinaire. Des protons, neutrons, l'hydrogène, du gaz, tout ce qui est visible. Et ça va tomber au centre peu à peu. Alors, on demande aussi une question qui est liée, est-ce que les étoiles et la galaxie ont été faites en même temps? Et en fait, non, on peut dire que les galaxies sont faites de matière noire, justement. L'essentiel, hein, il y a 6 fois plus de matière noire que de matière visible dans l'univers. Et donc, on sait aussi que s'il n'y avait que de la matière visible, il n'y aurait pas de galaxie, parce qu'en fait, la matière visible, elle est freinée pour s'effondrer au début de l'univers, elle est freinée par les photons, la lumière, la pression de radiation empêche de s'effondrer. Il faut attendre longtemps que l'univers soit refroidi par l'expansion de l'univers pour que la matière puisse se recombiner, et à ce moment-là, c'est trop tard. On n'arrive pas à effondrer la matière visible, parce qu'il y a l'expansion qui contrecarre les effondrements. Donc, si la matière noire, elle est là,
parce qu'elle n'est pas visible. On l'appelle noire, mais en fait, elle est transparente. S'il y a de la matière noire dans cette pièce, c'est peut-être possible, mais je ne la vois pas. Elle est transparente. Donc on devrait dire matière transparente plutôt que matière noire. En fait, c'est la matière invisible. Et cette matière-là, pourquoi elle nous permet de former les galaxies? C'est qu'elle n'interagit pas avec la lumière. C'est pour ça qu'elle est noire, qu'elle est transparente. Elle n'interagit pas, elle n'absorbe pas, elle n'interagit qu'avec la gravité. Ce qui fait qu'au début de l'univers, elle va pouvoir s'effondrer, alors que la matière ordinaire, elle est neutralisée avec la lumière. Elle peut s'effondrer et former des galaxies, des puits de potentiel de gravité, donc des nids de galaxies de matière noire. Et donc les premiers objets qui se forment, ce sont des galaxies noires. Donc les galaxies arrivent avant les étoiles, et ensuite, lorsque le gaz redevient neutre, hydrogène à partir de protons-électrons, l'hydrogène tombe dans les galaxies noires et puis fait naître des étoiles. Donc les étoiles arrivent après les galaxies, et puis les trous noirs après encore. Donc on a une succession, on forme les galaxies avec la matière noire, puis la matière ordinaire arrive et forme les étoiles, et puis la matière tombe au centre pour former les trous noirs. Donc on a cette succession. Quand une étoile rentre dans un trou noir, est-ce que la chaleur se perd? Oui. Si elle rentre dans l'horizon, tout se perd. Masse, rayonnement. Le rayonnement ne peut pas sortir de l'horizon. Donc, si on a passé l'horizon, c'est le point de non-retour, rien ne sort. Par contre, ce qu'on voit, ce que je représentais par le spaghetti de l'étoile, c'est qu'on est encore à l'extérieur de l'horizon. Et là, on a du rayonnement, et c'est pour ça qu'on a des noyaux actifs avec des quasars, etc. C'est toujours à l'extérieur de l'horizon. Lorsque l'étoile est tombée, tout est perdu. Mais du coup, est-ce que c'est contre les lois de la thermodynamique? Alors non, parce qu'en fait, on a un gros problème. Ici, on a aussi de la mécanique quantique. Ici, les théories de Stephen Hawking, que vous avez peut-être entendu parler, étaient de dire qu'il y a une certaine thermodynamique des trous noirs. J'en ai pas parlé, mais on peut, en quelques mots, dire qu'il y a une température du trou noir qui est inversement proportionnelle à sa masse. Donc, les petits trous noirs sont très chauds, les gros trous noirs sont très froids. Et ce qui veut dire que les petits trous noirs peuvent s'évaporer. Ils sont tellement chauds qu'ils vont s'évaporer. Alors, comment ils s'évaporent? On peut, en 3 mots, dire une petite notion, bien que ce soit plus compliqué que ça, mais je dirais que c'est que lorsqu'on est un petit trou noir, la gravité est encore plus forte que le gros trou noir. C'est ce que je vous avais dit. On a une densité moyenne qui est bien plus forte lorsque la masse est petite. Pour les gros trous noirs, on rentre dedans sans s'en apercevoir. Pour les petits trous noirs, il y a des effets quantiques qui se produisent au voisinage. On a tellement d'énergie, de gravité, qu'on peut former, on a un vide quantique qui forme la matière-antimatière. Donc on a une paire de particules, matière-antimatière. L'antimatière va être absorbée par le trou noir, la matière s'en aller, et donc peu à peu, le trou noir s'évapore. C'est-à-dire que toute la matière s'en va, et l'antimatière réduit la masse du trou noir. C'est comme ça qu'il s'évapore. Et ça concerne que les tout petits trous noirs, qui rayonnent proportionnellement à leur température, qui est très élevée. Les gros trous noirs ont une température qui est 0,00 Kelvin en échelle de degrés Kelvin. Donc le gros trou noir et tous les trous noirs dont j'ai parlé, masse stellaire et supermassifs, ne s'évaporent pas. Il n'y a que les petits trous noirs que l'on n'a jamais vus encore. Donc c'est théorique. C'était pour savoir si vous étiez d'accord avec la théorie du trou blanc, comme quoi un trou blanc, en gros, ce serait un opposé à un trou noir, et que donc il y aurait un déversement de matière, et qu'on pourrait dire du coup que le Big Bang serait donc un déversement de matière venu d'un autre monde. Oui, ça c'est un petit peu de la science-fiction. Le trou blanc, en effet, c'est une solution mathématique de l'équation. Mais quand on a une équation mathématique, on prend les solutions réalistes et puis on laisse tomber les solutions irréalistes. Et en fait, la solution de trou noir est réaliste, on la voit, on l'a mesurée, etc. Mais les trous blancs, on n'en a jamais vu et ça n'existe pas. Donc c'est juste une mathématique, une solution mathématique qui n'existe pas en réalité. Et donc on n'a pas vu de trou blanc. Alors pendant un moment, certains qui étaient contre le Big Bang en 1945-50,
Il y avait Fred Hoyle qui a justement trouvé le nom du Big Bang comme ça. Il était à la BBC, très vulgarisateur de science, et il était contre le Big Bang. Donc il voulait s'en moquer. Il a dit « Oh, c'est une grande explosion, c'est un Big Bang, juste pour que tout le monde s'en moque. » Et le nom est resté parce que ça correspond bien à ce qui se passe. Et donc, finalement, le Big Bang, on le voit. Ce n'est plus une théorie, on le voit. C'est-à-dire qu'on voit, on remonte le temps. En astrophysique, on remonte toujours le temps, vu que les messagers ne vont qu'à la vitesse de la lumière. Donc, si vous avez une galaxie à 12 milliards d'années-lumière, elle nous a envoyé un photon. On le reçoit aujourd'hui, mais il nous donne une image de l'univers il y a 12 milliards d'années. Donc, on remonte le temps. Et on remonte jusqu'à 300 000 ans après le Big Bang, avec ce fond cosmologique qu'on détecte en millimétrique, en micro-ondes. Et donc, on voit l'univers tel qu'il était près du Big Bang. Il était dense, chaud et homogène. Il n'y avait pas de galaxie. Donc, tout ça montre qu'il y avait un Big Bang. Ça, on en est absolument sûr. On peut le mesurer maintenant avec une grande précision. Donc, le Big Bang est là. Maintenant, les trous blancs, on n'en a jamais vu. Y a-t-il un moyen de récupérer l'information absorbée par un trou noir grâce à la radiation Dawkins ? Eh bien, pas beaucoup, parce que la radiation Dawkins, elle va pas garder le souvenir de ce qui est tombé. Donc, ce qui est tombé, maintenant, elle va être réduit à l'état... alors, on ne sait pas trop. Alors, quand on dit qu'il y a une singularité au point du trou noir, c'est parce qu'on se base sur la gravité d'Einstein, qui n'est pas quantique du tout. On sait que dès qu'on s'approche de ces petites échelles avec des gravités énormes, alors on a des problèmes quantiques qu'on ne sait pas résoudre. Et donc, on a essayé d'avoir une gravité quantique pour essayer de marier ces deux lorsqu'on a besoin des deux en même temps. Donc, on a inventé, par exemple, la théorie des cordes, mais qui ne marche pas bien. On a maintenant la théorie quantique, gravité quantique à boucle. On a d'autres essais, mais qui ont toujours des problèmes quelque part. Mais quand on aura une bonne théorie de gravité quantique, on pourra répondre un peu à la question. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a certainement pas une singularité. Dès qu'on arrive à une certaine taille, en mécanique quantique, vous avez un principe d'incertitude. Vous ne pouvez pas mesurer à la fois la position et la vitesse de la particule, par exemple l'incertitude d'Heisenberg. Donc à chaque fois, la position, vous ne l'aurez pas. Donc vous n'avez pas de singularité. Vous avez une taille minimum. Et donc tout ça, tous ces aspects quantiques qu'on connaît très bien en laboratoire, il va falloir trouver cette gravité quantique pour expliquer le trou noir d'une meilleure façon que ce que j'ai présenté, qui est encore classique et qui n'est pas quantique à ce niveau-là. Donc ça, non. Par contre, comme je vous le disais, les trous noirs qui s'évaporent, ce sont les petits trous noirs microscopiques dont on n'a jamais vu l'existence. On n'a que les trous noirs de masse stellaire et les supermassifs, et ceux-là ne s'évaporent pas. Donc déjà... on n'a jamais vu de trou noir s'évaporer. Oui. Est-ce que les trous noirs peuvent mourir de vieillesse comme les étoiles ou quoi ? Ah ben, les trous noirs, non, ils ne meurent pas. En fait, ça revient un peu à la question qu'on disait. Ils pouvaient disparaître par évaporation, mais ça ne concerne que les tout petits qu'on n'a pas encore vus. Alors, comment pourraient-ils être formés, ces petits trous noirs ? Peut-être à l'origine de l'univers, on peut penser qu'il y a des fluctuations, mais on n'a jamais prouvé ça. Donc, aujourd'hui, les trous noirs qui se forment sont de masse stellaire ou de supermassifs. Mais on n'a pas de petits trous noirs qui pourraient s'évaporer. Alors, les autres, ceux qu'on connaît, eh ben, ils ne meurent jamais. Ils ne peuvent qu'accréter de la matière. Bon, bravo Jean, vous avez assez écouté. Vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. Soyez sages.